Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'accouchement par césarienne est le moyen pour des femmes, le moyen sûr d'ailleurs, pour des femmes enceintes qui veulent donner naissance. Mais seulement, cet acte médical est depuis quelque temps mené par des mains inexpertes et à des structures qui n'ont pas la possibilité de pouvoir accueillir des cas du genre. Et d'où le nombre très élevé aujourd'hui des femmes enceintes qui meurent des suites d'accouchement par césarienne dans des structures sanitaires au Cameroun. Ce soir, Regard social questionne le phénomène et tente de comprendre tout cela avec des experts de haut vol qui pourront nous apporter donc des propositions de solutions importantes à ce phénomène qui aujourd'hui devient une véritable situation pour des familles. Chaque fois qu'une femme peut se rendre, une femme enceinte bien sûr, peut se rendre dans une formation sanitaire, il lui est proposé un accouchement par césarienne. C'est donc tout cela que nous évoquerons au cours de cette édition de Regard social. Bienvenue à tous, Madame, Monsieur. Et sur ce plateau, comme vous le savez, la première partie est consacrée au témoignage des différents cas, des cas enregistrés dans ce même cadre. Et ce soir, Fosso Yolande, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes une maman, vous avez 2 enfants aujourd'hui, pas selon votre volonté. Oui. Comment vous vous retrouvez avec des enfants? Je me sens triste. Quand je regarde cet enfant, j'ai toujours les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Depuis que ma petite sœur est morte, elle m'a laissé cet enfant. J'ai toujours les larmes aux yeux. Oui. C'était à la suite d'un accouchement par césarienne? Oui, elle a accouché par césarienne. Elle a accouché le 29 avril 2018. Moi, j'ai accouché le 29 mai 2018. Elle a rendu l'âme le 26 juin 2018. D'accord. Vous allez davantage nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Vous n'êtes pas seule, vous êtes avec Lucie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la sœur de... Oui, c'est la sœur de... Yolande, Oui. Oui. Vous avez assisté à tout ce qui est arrivé. Oui. Qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui? Puisque c'est Sandrine qui est décédée. Oui, Sandrine qui est décédée. Oui, franchement, ce qui me dérange, c'est parce que depuis que Sandrine est morte, nous souffrons vraiment avec les enfants. Voilà sa sœur. Elle a 2 enfants. C'est comme si elle avait accouché 2 enfants. Et pourtant, l'un c'est pour Sandrine. Même le père, le géniteur de l'enfant, on ne le voit plus parce qu'il a disparu. On ne connaît pas là où il est. Au nom de Dieu, nous souffrons vraiment avec les 2 enfants. Franchement, avec les 2 enfants. Il y a un enfant de Yolande. Oui, il y a un enfant de Yolande. Pour Sandrine. Oui, un enfant de Sandrine. Sandrine qui ne vit plus aujourd'hui. Oui. Oui, qu'est-ce qui était arrivé finalement? Au moment où elle a accouché par césarienne, le moment qu'elle a accouché bien, on l'a opéré, on a bien pris l'enfant. Bien après 3 jours, elle a chuté. On a dit qu'il faut le sang. On a cherché le donneur, on a donné le sang. Quelque temps, elle chute. On dit qu'il faut qu'on opère. On opère Sandrine. Après 3 jours encore, il faut le sang. On donne le sang. Quelque temps, il faut qu'on opère. On opère. On a opéré Sandrine 3 fois. Et on a mis le sang sur Sandrine 5 fois. Sandrine a franchement souffert avant de mourir. Elle a souffert franchement avant de mourir. Oui, mais est-ce qu'avant la grossesse, elle avait déjà subi une opération chirurgicale? Oui, dans l'enfance. Dans l'enfance. Elle avait subi une opération. Bon, le moment qu'elle était enceinte, on n'imagine même pas parce qu'on croyait qu'elle ne pouvait jamais être enceinte. Bon, ça a surpris toute la famille. Lorsqu'on a dit que Sandrine était enceinte, on a dit que bon, c'est une grâce. Enfin, maintenant, elle a rendu l'âme par rapport à l'enfant qu'elle va accoucher. Yolande, c'est vous qui gardez ces 2 enfants, puisque vous avez accouché 1 mois avant elle. Et finalement, c'est vous qui allaitez ces 2 enfants en question. Et comment vous faites pour vivre avec ces enfants? Vous les nourrissez comment? Je vis grâce aux voisins. C'est le voisin qui me fait à manger. Comme ça, je puis manger et téter les enfants. Donc ça, le voisin, ce que je suis rien aujourd'hui, c'est là. Ce que je suis rien. Je dis merci aux voisins. Je les remercie beaucoup. Parce que sans eux, ce que je suis rien aujourd'hui. Oui. Alors, Lucie nous parlait un peu de son papa. Il est où, le père On de ne l'enfant? sait pas. Son papa a porté disparu depuis, on ne sait pas sa trace. On ne sait pas d'où il est. On ne sait pas. Donc on ne sait même pas s'il existe.
On ne sait pas. Depuis qu'il a enceinte ma petite soeur jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas d'où il est. Pas de nouvelles pour ce dernier, même pas un appel. Sa famille, vous connaissez? On ne sait pas d'où est sa famille. On ne sait pas. Depuis, personne n'est passé pour demander comment faire, comment personne jusqu'à aujourd'hui. Même l'enfant, il ne regarde pas l'enfant. C'est moi qui souffre avec ces enfants-là. C'est moi qui souffre. Je n'ai pas pour champ. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Je suis que sur place. Il n'y a pas moyen pour aller au champ. C'est le voisin qui me fait manger. Lucie, le corps de Sandrine est à la morgue depuis qu'elle est décédée. Et pourquoi? Manque de moyens. Manque de moyens. Au moment que Sandrine est décédée, bon, on avait dépensé sur la maladie de Sandrine. Au moment qu'elle est morte, l'hôpital lui demandait encore 700 000. L'hôpital lui demandait 700 000. Bon, on a fait les réunions familiales, on a pu avoir 300 000. Nous sommes partis. Alors, donnez l'enfant. Je vais essayer de le porter. Ok. D'accord. Ne pleure plus. Oui. Ça va? Ça va aller. Il s'agit de bébé Franck, bébé Christ, oui. Qui est l'enfant de Sandrine. Oui. Sandrine qui est décédée. Oui. Oui. Vous disiez que son corps est à la morgue depuis qu'elle est décédée. Quand elle est décédée, au moment où elle est morte, il y avait une somme de 700 000 qu'on devait donner à l'hôpital. Bon, après les réunions familiales, on s'est consulté, la réunion familiale s'est consultée. On a trouvé 300 000. On est parti voir l'infirmier, le docteur qui s'occupait de Sandrine. On a donné les 300 000 au docteur. Le docteur a pris la dit que non, on revient encore avec 400 000 pour finir et prendre le corps de Sandrine. On a dit que non, on ne peut pas nous avoir 400 000. On a dit que non, il faut qu'on cherche franchement 400 000. On a dit qu'on a laissé le corps. On s'est débattu, rien. Battu rien jusqu'aujourd'hui. Le corps est resté à la morgue. Alors, Sandrine décède à l'hôpital après cet accouchement par césarienne. Oui. 2 jours après, elle se plaint qu'elle a terriblement mal au ventre. Oui. Vous nous avez expliqué tout cela. Oui. Le ventre. C'est comme ça pour le ventre. Oui, ça va. C'est un biscuit. Voilà. C'est juste pour comprendre qu'est-ce qui est réellement arrivé à Sandrine, vous avez évoqué, et que c'est difficile pour la famille aujourd'hui de pouvoir retirer le corps. Ça fait pratiquement 6 mois que le corps est à la morgue. Pas un an, Un an un déjà. an. Oui. Un peu plus. Oui. Ouais. Et pourquoi le corps ne sort pas? Parce qu'il n'y a pas de moyen pour lever le corps. 2 choses déjà. Elle meurt de suite d'un accouchement par césarienne. Et en plus, l'hôpital retient le corps. Ouais. Faute de moyens. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait dans la famille pour pouvoir retirer le corps? On s'est débattu. Plusieurs réunions familiales. Franchement, on s'est vraiment débattu dans la famille. Les mains levées, ceux qui pouvaient avoir même 5 femmes, 20 sont donnés. On a collecté jusqu'à ça atteint les 300 000 qu'on est parti donner au docteur qui s'occupait de Sandrine. Bon, lorsqu'on a donné, il a pris, il a dit que allez encore vous défendre, vous revenez donner 400 000. On a dit qu'on ne peut pas, on doit prendre 400 000. Parce que la maladie de Sandrine a dépassé plus d'1 million. Parce que Sandrine était malade. 3 opérations, le sang par 5 fois. Tout le monde était dépassé. On a tout cherché moyen en que dans la famille, se défendre, mais rien. Tout le monde dit qu'à l'heure, c'est là, moi, je n'ai pas mal d'argent, n'importe qui pleure. Nous sommes une famille démunie. Ce qu'on avait vu, bon, tout le monde pleurait. Personne n'avait encore les moyens pour dire qu'il va donner, pour qu'on parte le corps jusqu'à se caler comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites en famille? Ça ne vous dérange pas de voir votre Ça dérange tout le monde. Ça dérange tout le monde, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Faute de moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire faute de moyens? Oui. Ça nous dérange franchement. Parce que laisser le corps de quelqu'un à la morgue, ça fait aujourd'hui 1 an que le corps de quelqu'un à la morgue, et on voit son enfant. Normalement, on devait l'enterrer normalement, mais faute de moi, on ne peut pas l'enterrer parce qu'on va prendre l'argent. Au fil du temps, ça fait que s'augmenter. Maintenant, ça serait plus d'1 million. On va prendre 1 million maintenant à l'heure pour retirer le corps. Parce que ça a fait bien, ça a fait presque 1 an.
Oui. Alors, Sandrine a passé plus de 2 mois à l'hôpital. Oui, 2 mois à l'hôpital, oui. Après l'accouchement par césarienne. Oui. Oui. Et pourquoi on ne l'a pas référé dans une formation sanitaire un peu plus qualifiée? Chaque temps, lorsqu'on partait, votre docteur dit que non, ça va aller. On supporte. Parce qu'on savait que c'est là-bas qu'elle avait accouché. Parce qu'elle était qu'à Melon, à Lucham, à Melon. On l'a seulement transféré à Bafang, en Banca, pour qu'elle accouche. Parce qu'à Lucham, a dit que non, ça nous dépasse. Transféré là. On l'a transféré plutôt à Banca, où elle a accouché. Chaque temps, on partait au docteur, non, ça va aller. On opère. Ça ne fait que pourrir. Elle pourrissait, le pouls sortait. Nous, on avait opéré, on a fait la chimie, le pouls sortait. Elle sentait jusqu'à bien que les acicots sortaient. Et tant de sang, elle sentait correctement. Et quelles sont les explications données par le médecin? Le docteur dit que ça va aller, non, on va faire comme ça, ça va marcher, on va faire tout. Quoi. Il donne tout espoir, on dit que bon, c'est un docteur, on va dire que non, on connaît quoi par rapport à la médecine. C'est un docteur, ça va aller, chaque temps, on vient. Parce qu'il faut, on la nettoyait, elle se levait, elle était couchée. Souvent, elle reste couchée parce qu'elle est fatiguée. Elle dit que, ouais, pardon, aidez-moi. On la soulève un peu, elle arrête le fer du lit où elle était couchée. Elle reste pour quelques temps, tout le dos, était à tout pourri, tout son dos. Lorsqu'elle reste un moment, parce qu'elle est fatiguée, elle dit que couchez-moi, on couche Sandrine. Chaque temps, la blessure doit être s'infecter. Bon, elle a vraiment souffert jusqu'à si bien qu'elle a dit que, waouh, mon Dieu, pardon. Au lieu de me faire souffrir comme maintenant, prenez-moi pardon. Parce que j'en ai marre de cette souffrance. Elle a dit ça va mourir. Elle a été opérée 3 fois. 3 fois. Poche de sang 5 fois. Poche de sang 5 fois. Mais jusqu'à là, rien. Le docteur me donne tout espoir. Que ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Jusqu'à Sandrine est morte. D'accord. On se calme. Vous prenez l'enfant. C'est bien. Vous comprenez bien qu'il s'agit de l'histoire de Sandrine qui est décédée. Souvenez-vous encore, elle vient de le rappeler, c'était le 26 juin 2018. Et le corps se trouve en ce moment à la morgue depuis son décès. Pas de moyens financiers pour pouvoir retirer le corps en question. La famille est démunie. Elle vous tend la main pour pouvoir aider donc cette famille à sortir le corps en question et pouvoir organiser les funérailles, ce qui n'est pas une opération facile, Yolande. Il faut beaucoup d'argent pour ça. Oui. Pour sortir le corps de Yolande. De Sandrine. De Sandrine, pardon. Oui. Vous ne travaillez pas? Vous ne faites pas quelque chose? Vous n'avez pas une activité? Je ne peux rien faire avec les 2 enfants. Je ne peux rien. Je suis orphelin de mère et de père. Je ne peux rien. Tenez. Cessez de pleurer. Yolande, comme bien d'autres membres de cette famille, dépassée carrément par cette souffrance, cette douleur qui traverse l'esprit. Aujourd'hui, les questions de pouvoir sortir le corps de Sandrine et l'enterrer, ce qui n'est pas une équation facile pour cette famille qui manque de moyens financiers. Alors, pour comprendre davantage un peu le fonctionnement de cette famille, l'équipe de reportage de regard social, avec la caméra du chef opérateur Samuel Toufa, s'est rendue dans leur environnement immédiat. C'est pas facile également pour cette famille de pouvoir joindre les 2 bouts. Dans ce reportage, vous allez comprendre un peu la souffrance de ces gens. Et juste après, nous allons recevoir nos experts.
Chaque temps, on dit qu'il faut le sang. On cherche les gens, on cherche les gens. La personne qui est au même groupe sanguin part à l'hôpital, on paye, on met le sang. Quelque temps encore, on nous paye. Donc on nous paye, il faut le sang. Toujours comme ça, on nous paye, il faut le sang. On nous paye, il faut dire que c'est quelle façon ça? On dirait ok. C'est l'hôpital qui connaît tout ce qu'ils vont demander. On va que donner, vu que Sandrine est restée sur le lit de l'hôpital 2 mois. Sandrine, bon, elle poussait à l'hôpital. 3 opérations en moins d'1 mois. Jusqu'à la... Finalement, même elle était poussée que les asticots sortaient sur elle. Les asticots sortaient sur Sandrine jusqu'à ma soeur a créé. Sur les infirmiers qui sont venus dire que mais c'est quoi? On lavait Sandrine la place qu'on opérait. Les asticots sortaient sur la place qu'on avait opérée. Elle sentait à l'hôpital jusqu'à vraiment de Dieu. La personne qui la lavait même mettait quelque chose dans ses narines pour ne pas comprendre l'odeur. Parce qu'il y avait les asticots qui sortaient sur elle. Parce que les asticots sortaient sur Sandrine à l'hôpital. Lorsqu'elle est morte là, toujours les problèmes. Les problèmes. La famille de Sandrine ne cesse de connaître jusqu'ici. L'enfant laissé par cette dernière vit dans un environnement qu'il n'a certainement pas souhaité, encore moins sa mère. Yolande, sans emploi et mère d'un bébé fragile, peine à nourrir les 2 enfants. Yolande pense avoir tout perdu depuis le décès de sa sœur cadette, suite à un accouchement par césarienne. Nous sommes dépassés, on vous demande l'aide. Nous sommes dépassés. Donc nous sommes là, on regarde en haut, on regarde en bas, on ne voit personne. On avait essayé quand même de faire des marches, mais ça n'a pas donné. On disait tout qu'il faut l'argent. Et qui parmi nous a l'argent pour franchement donner à l'hôpital pour qu'on puisse retirer le corps de notre soeur. Nous-mêmes, nous sommes dépassés. On ne sait pas comment on va faire. C'est pour ça
On a dit que bon, comme il y a des gens de bonne volonté qui peuvent vraiment nous aider à ce qu'on retire le corps de Sandrine à la morgue, nous sommes vraiment dépassés. Parce que nous ne dormons pas dans la famille, avec les enfants, tout ça. C'est donc une affaire de plus d'1 million de francs CFA à payer pour sortir le corps de Sandrine de la morgue de Banka. Souvenez-vous qu'elle y est entrée à la suite d'une césarienne qui a mal tourné. Elle est donc décédée à la suite d'un accouchement par césarienne, accouchement difficile, peut-être malmené, selon bien entendu les membres de la famille. Et son corps se trouve à la morgue depuis un peu plus de presque 1 an aujourd'hui. Faute de moyens, la famille ne peut pas sortir le corps de cette morgue. Et ça devient un double problème. D'abord, les frais de l'hôpital qui n'ont pas été épongés. Et ensuite, il y a notamment cette morgue qui attend également d'être payé pour que le corps de Sandrine soit donc libéré. Et sur ce plateau, pour davantage comprendre un peu le phénomène de cet accouchement par césarienne, docteur Kafunda Samuel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue obstétricien, Oui, exact. vous évoluez en clientèle privée, il faut le rappeler. Exactement. Et votre ancienneté permet aujourd'hui de comprendre ce que c'est l'accouchement par césarienne et l'accouchement par voie normale. Parce qu'avec beaucoup d'expérience. Ce n'est pas seulement un problème d'ancienneté, parce que c'est connu qu'il y a 2 modes d'accouchement. Un accouchement par voie basse ou par voie chirurgicale, qui est la césarienne. Oui. Donc c'est un mode d'accouchement comme un autre. Alors l'histoire de Sandrine, que vous venez de suivre dans le reportage. Je ne voudrais pas me mettre à faire des commentaires sur le vécu de cette famille, parce que j'ai entendu parler d'une évacuation. C'est-à-dire qu'elle était dans une autre structure où l'accouchement ne s'est pas bien passé avant qu'on l'évacue à Banka, c'est ça. Donc Melon, qui est une structure, je pense, moins équipée par rapport à Banka, que je connais, j'ai travaillé à Banka, et on l'a évacué, je ne sais pas après combien de temps, dans quelles conditions. Donc il est évident que ce genre de transport, je ne sais pas dans les conditions où ça a été, aurait pu favoriser une infection. L'infection après l'intervention. Donc l'intervention était peut-être bien faite, l'enfant est là, mais elle est morte de suite d'une infection post-opératoire, ce qui peut arriver au décours de n'importe quelle intervention chirurgicale. Donc j'estime que, bon, j'ai vu votre titre, je ne l'avais pas vu avant, c'est scandaleux de croire qu'on peut faire un acte pour gagner de l'argent, alors que là nous avons un enfant qui est né par césarienne. Donc c'est grâce à cette césarienne qu'on a pu sortir un enfant. Par contre, les complications post-opératoires, moi je dis toujours aux gens qu'il n'y a pas de petites interventions. Il y a des interventions, on prend des précautions, notamment des préventions pour éviter les complications. Toute intervention chirurgicale peut entraîner des complications. Très bien. Vous allez davantage nous expliquer tout cela au cours de cette émission. Sur ce plateau également, il y a Dr Ngandjifna Charles. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et enseignant à l'Université de Douala. C'est encore exact. Vous avez des connaissances très poussées également sur des cas sociaux, raison pour laquelle vous êtes plus souvent invité sur ce plateau. Évidemment, ça pose le problème d'accouchement ou d'accouchement par voie basse ou par césarienne est un fait social. Naturellement, le sociologue peut se pencher sur cette question relativement à cet enfant qui naît dans ces conditions un peu difficiles, puisque césarienne suppose d'abord incision de la paroi utérine. Donc, je crois qu'il y a des aspects des stigmates, des stéréotypes qui accompagnent un enfant qui soit né dans ces conditions. C'est intéressant comme problématique sociologique. Très bien. Et merci d'être avec nous également ce soir. Docteur Tchatchoua Jean, bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, sorti de l'école en 1971, école de formation au Congo, il faut le rappeler. Non, à Moscou. À Moscou, voilà. Donc c'est mieux de le savoir. Après avoir fait le tour de plusieurs formations sanitaires au Cameroun, dans plusieurs villes également, que ce soit dans le privé ou dans le public, vous avez une forte expérience sur la médecine et depuis 80 vous êtes en clientèle privée. C'est très alto. Voilà. Alors voilà un cas
qui est présenté ce soir, parmi tant d'autres bien sûr, parlant de cet accouchement par césarienne. Vous avez connu également cet acte médical et dans des structures appropriées, mais aujourd'hui, c'est un acte qui est presque banalisé. Oui, pour répondre, je ne puis m'empêcher d'avoir de la compassion pour ces mamans qui perdent leurs enfants, qui ont perdu leurs enfants et qui continuent à perdre chaque jour. Parce que dans notre tradition africaine, la naissance, c'est davantage une joie, une fête. Mais quand la naissance doit donner lieu à un deuil, surtout à une séquestration de corps pour des frais, c'est très pathétique et c'est très touchant. À mon avis, la grossesse implique plusieurs personnes. La femme qui est en état de grossesse, et le mari et la famille. Ça les implique parce qu'ils doivent se faire suivre par des personnes douées de connaissances et d'expérience pour préparer l'accouchement dans les meilleures conditions possibles. Ça implique davantage la personne qui est appelée à suivre, le praticien, qui doit s'assurer du minimum de conditions pour mener à bien et la grossesse et l'accouchement. Ça implique davantage la sécurité sanitaire où elle va accoucher ou délivrer. Et à chaque étape, on doit évaluer. Si on se rend compte que l'accouchement ne peut pas bien se passer, il faut évacuer à temps. Surtout qu'en ce moment, on a toutes les méthodes possibles pour diagnostiquer les complications d'accouchement, que ce soit l'échographie ou autre chose. Il y a 30 ans, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de déclencher un accouchement ou de mener un accouchement tout en n'étant pas sûr que ça va bien se passer. Et bien sûr, il y a l'organisme régalien qui est garant de bon état de santé de la population et qui est régalien de réguler le meilleur fonctionnement des structures de santé pour pouvoir discipliner l'acte médical qui est d'une importance capitale. D'accord. Alors, Lucie, vous allez rester avec nous sur ce plateau pour des éléments complémentaires parce que les experts auront certainement sans doute envie de savoir jusqu'où est-ce que ça a commencé et jusqu'où c'est arrivé. Avant donc de trouver le corps de Sandrine à la morgue aujourd'hui depuis bientôt un an, parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir sortir le corps de cette morgue. Alors, docteur Kafunda, faites-nous un peu la différence qu'il y a entre l'accouchement par césarienne et l'accouchement par voie basse. À quel moment l'un est éligible à l'autre? D'accord. Réellement, si une patiente est bien suivie durant les consultations prénatales, en connaissant ses antécédents, on peut la mettre dans une catégorie. Je cite par exemple, je ne sais pas si Sandrine c'était sa première grossesse, n'est-ce pas? Première grossesse. Donc, première grossesse, personne ne sait comment ça va se terminer. Donc, elle est primée pas, donc elle vient accoucher pour la première fois. Personne ne sait comment ça va se passer. Parce que personne n'a déjà essayé son bassin. Elle vient d'amener une grossesse à terme, je ne sais pas comment elle a été suivie. Est-ce qu'on avait fait des examens pratiquement quelques semaines avant l'accouchement pour savoir si l'enfant était déjà engagé? Qu'est-ce qu'on a dit comme vrai diagnostic? Est-ce que l'enfant ne passait pas? Est-ce que le bassin était petit? Est-ce qu'elle-même, elle avait d'autres conditions où était en travail, ça n'a pas bien marché, elle n'a pas de bonnes contractions? En fait, il y a au départ un suivi qui doit être fait avant. C'est pour ça qu'il y a des consultations prénatales. C'est pour essayer de prévoir quelle est la méthode par laquelle on va accoucher la dame. Ceci dit, il y a des conditions qui vont nous amener probablement à une césarienne, c'est-à-dire les indications. On ne va pas faire un cours de médecine, mais c'est très simple. Les premières conditions vont être mécaniques. Est-ce que le bassin est adapté à faire passer le bébé? Soit le bassin est petit, soit elle est de petite taille, donc on peut penser que le bassin est petit, soit il y a une déformation au niveau du bassin qui peut empêcher le passage du bébé, soit le bébé est plus gros par rapport au bassin. Ça, ce sont les complications des indications mécaniques. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a eu par exemple la poliomyélite, qui a une déformation, qui boite, ça doit nous faire penser à vérifier si le bassin n'a pas aussi une déformation. Et ça, c'est pendant les consultations prénatales. Deuxième chose, au moment où elle est en travail, est-ce que ce travail progresse normalement? Ça, ce sont des complications dynamiques. Est-ce que les contractions sont bonnes pour pouvoir
faire passer les bébés? Est-ce que l'utérus se contracte normalement? Est-ce que le col s'ouvre réellement pour que le bébé puisse passer? Et il y a des conditions qui peuvent survenir pendant ce travail. Par exemple, le bébé qui entre en souffrance, pour une raison ou une autre, et là, on est obligé de passer par une césarienne. Donc l'accouchement normal est un accouchement par voie basse. L'accouchement chirurgical n'est possible que s'il y a des complications au cours du travail ou des antécédents qui ont précédé ce travail qui peuvent amener les praticiens à décider d'une césarienne. D'accord. Enfin, c'est pour comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Exactement. Et à quel moment, est-ce que toutes les femmes sont éligibles, en tout cas les femmes enceintes? Vous avez expliqué, c'est à partir notamment de ce constat, de ce diagnostic qui est posé à l'avance, oui, qu'on peut orienter une femme si les accouchement consultations prénatales sont faites dans des bonnes règles, comme on dit, on peut dépister les cas qui vont être surveillés de façon particulière parce qu'on suppose que ça ne va pas bien se passer. Alors, docteur Tchatchoua... Les cas à risque, vous vous rappelez bien. Les cas à risque. Quand on a des grossesses à haut risque, on se dit, attention, est-ce qu'au moment de l'accouchement va se passer normalement ou pas? J'ai cité par exemple des conditions, par exemple mécaniques, dynamiques, mais il y a des conditions qui tiennent de la mère, par exemple. Elle peut avoir une maladie qui va l'empêcher de mener des contractions à terme. En ce moment-là, on peut prévoir, on s'est dit dans telles conditions, on va la suivre en faisant attention parce qu'on ne sait jamais, ça peut nous donner des complications au moment de l'accouchement. Elle peut être hypertendue, par exemple. Par exemple, hypertendue, cardiaque, maladie pulmonaire, le diabète, une obésité, voilà, autant de cas qui peuvent nous obliger à faire un peu plus attention. Alors, ce qui est sûr, Sandrine ne souffrait pas de ces maladies, selon... Rien de ces maladies. Mais elle avait déjà subi une opération avant la grossesse, lorsqu'elle était encore toute petite. Oui. Mais est-ce que ça Quel pouvait... type d'opération? Quel type d'opération? Quel type? Un mal de ventre, on l'opérait. Quand elle était petite. Lorsqu'elle était petite, le moment même qu'elle faisait les visites, quand elle recevait ses visites normalement, on avait dit qu'elle va accoucher par opération. Donc la césarienne était programmée. Oui. Mais pourquoi on l'a fait à Melon? Pourquoi on n'est pas allé directement à Bangkok? Non, c'est où elle faisait les visites. Elle faisait les visites à Melon. Mais c'est un centre, Melon. Elle faisait les visites à C'est le Melon. même centre à Louchem, non? Et on accouche là-bas. Les césariennes? Je ne sais pas. Je sais pas, franchement. Il y a un problème. Justement, c'est ce que je dis. Il y a un problème. Si elle était identifiée, elle devait accoucher dans un centre qui était équipé. Justement, c'est ce qu'elle dit. En fait, c'est à Melon qu'elle suivait, qu'elle allait faire ses consultations. Ils ont compris dès le départ. Donc, ils ont compris qu'elle avait une grossesse à haut risque. Elle ne devait donc pas rester accouchée dans ce centre-là, qui n'était pas équipé pour ça. Parce qu'on savait que, comme elle faisait les visites là-bas, oui. On est parti. Donc, quand elle a eu les contractions, on est parti où elle faisait les visites. Oui, mais là-bas, on vous a dit que ça doit être une césarienne. Pourquoi aller à un endroit où on ne peut pas faire la césarienne? Non, c'est le praticien. Peut-être une question peut-être naïve, mais il est une chose qu'un centre peut... C'est des paliers en fait de suivi et de plateau technique. Oui. On peut suivre les visites prénatales, ça. Mais le plateau technique ne peut pas se prêter pour une opération chirurgicale. C'est peut-être deux choses, mais je crois que ça ne dégage pas toujours la responsabilité, puisqu'il revient quand même à ce dispensaire d'avoir une humilité quand même de reconnaître que pour les visites prénatales, nous avons, mais pour question de subsidiarité médicale, nous les renvoyons peut-être vers un hôpital de référence qui a un plateau technique un peu plus approprié, puisque le médecin doit quand même jouer le rôle de conseil auprès de la famille. Et puis naturellement, quand vous rentrez dans le fond du reportage, je crois qu'il y a quand même ce problème de précarité, de paupérisation de la famille qui s'oppose. La famille visiblement n'était pas bien lotie pour suivre les examens dans un hôpital approprié, mais je crois qu'il revenait quand même de la responsabilité de ce centre qui a assuré et puis qui avait surtout programmé de dire que bon, nous n'avons pas les appareils, nous n'avons pas le plateau technique approprié. En même temps, comme c'était programmé, préparez-vous peut-être pour un hôpital. Je crois qu'il y avait quand même un référencement qui était nécessaire, qui aurait pu aider peut-être la famille. C'est ce que je voulais dire. Oui, justement. Le grossesse implique un certain nombre de facteurs, de personnes. Il y a la personne qui est grosse, le mari et la famille. Quand vous avez une fille ou une femme qui est en état de grossesse, vous devez vous préparer à faire face à des éventualités sérieuses et à des complications. Quand vous n'êtes pas préparé, ce qui arrive. Et puis, là où on a fait ces consultations, le médecin praticien qui suit, il doit savoir
quand il faut référer et le faire à temps. Alors, et justement, j'en venais à vous poser la question, si tous les médecins sont habilités à procéder ou à poser cet acte médical. Non, tous les médecins sont habilités à poser le diagnostic d'éducation de césarienne, comme a dit le docteur Kafunda. Et quant à faire l'intervention de césarienne, il y a le plateau technique, il y a l'expérience, il y a la qualification. C'est ça. Dans une ville comme Douala, un médecin généraliste ne devrait pas faire la césarienne. Dans une ville comme Mélan, où il n'y a pas de chirurgien ou de gynécologue, le médecin doit juger sa capacité de faire, sa compétence et son expérience. S'il a le moindre doute, il vaut mieux référer au centre qualifié le plus proche, qui peut être Bafan, qui peut être Bafoussam, qui peut être Konsamba. Il ne faut pas commencer en accouchement et après, quand c'est bloqué, vous commencez à couler comme des rats. Non. Non. Et c'est lorsque la situation devient compliquée qu'on essaie de référer. Non. Là, vous compliquez la tâche aux praticiens suivants qui vont prendre en charge. Vous leur compliquez la tâche. Et vous courez en danger. C'est les fameux 3 R que nous connaissons tous. Hein? Et puis le retard au diagnostic, le retard à la référence et le retard à l'action. Et puis, ça, vous avez la mortalité. Et puis je dis aussi, il y a un problème de régulation. Il faut que le médecin en charge de la santé amène les praticiens à une conscientisation de leur acte et tout le personnel. Et qu'il y ait certaines règles d'éthique, de déontologie, de discipline pour sauver la vie des hommes. Les hommes ne sont pas des morceaux de bois. On peut fendre à tout moment et puis recoller et puis ressoudre. Ce ne sont pas de fer, non. Alors, dites-nous un peu, partagez avec nous votre expérience de cette époque-là, de vos premiers moments. Est-ce que c'est tout médecin qui arrivait à s'intéresser à l'accouchement par césarienne? Disons, en notre formation, il y a 48 ans, un médecin qui sortait devait poser les actes de chirurgie, hernie, péritonéale ou occlusion intestinale, et puis césarienne. On nous formait pour ça. Mais la formation est une chose. La confiance que tu as, la conviction que tu as de poser l'acte et de réussir est une chose. Quand tu doutes que tu ne peux pas réussir, il vaut mieux référer. C'est la règle d'or. C'est la règle d'or. Ça, il y a 48 ans. Aujourd'hui, les choses ont évolué, mais le même principe reste. C'est pas parce qu'un médecin généraliste à son doctorat après 7 ans, il a fait beaucoup de stages en gynécologie, qui va devenir gynécologue? Mais qu'il a fait 2 ans, 6 mois de stage sur lui, qu'il est devenu chirurgien. Non. Quand on va ouvrir un ventre, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Justement. Comme il a dit, quand on va à une opération, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Ça peut se compliquer. Donc, il faut faire attention. Ce principe reste malade, je pense. Très bien. Docteur Kafunda, il s'avère que de nos jours, il y a cette prolifération des centres de santé et autres. Et dans ces multiples centres de santé, chaque fois qu'une patiente ou une femme enceinte peut arriver, on comprend que l'une des premières choses qu'on propose, même si elle n'est pas éligible à un accouchement par césarienne, c'est d'abord ça qu'on présente comme acte médical pour cette patiente. Et on voit bien le résultat aujourd'hui. Vous me donnez une information que je n'ai pas. Donc, s'il y a des centres où il n'y a pas de médecin qualifié, comme mon aîné vient de le dire, et qu'il propose la césarienne comme mode d'accouchement préférentiel, je ne peux pas juger, c'est pas normal. C'est pas normal, tout ce que je peux vous dire, c'est pas normal. Pourtant, le constat est bien fondé. En tout cas, c'est ce que le monde courant dit. Il faut vraiment qu'on entre dans le dossier pour voir si c'est vrai. Je veux poser une question à madame, s'il vous plaît. C'était un médecin qui était au centre de Mélan? Oui, un médecin. Un médecin généraliste. Il y a un bloc opératoire là-bas? C'est pas tout. C'est pas tout. Voilà. La réponse est donnée. Donc, s'il y a un centre qui a été, je pense, autorisé, agréé, la moindre des choses, c'est de demander si le centre en question a un plateau technique. Ça, c'est dans les dossiers. Un district de santé, par exemple, oui, par exemple, un plateau dans technique dans le dossier d'agrément, on demande quel est le plateau technique. On le vérifie. Et si on l'a fait et que ce plateau permet que ces gens fassent des césariennes, je vais répondre d'une façon un peu sibylline. Il peut arriver que des gens qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas assumer un accouchement normalement préfèrent faire une césarienne pour éviter des problèmes, des complications. Dans certains cas, ça peut arriver.
S'il vous plaît, oui. Parce que même le moment qu'elle faisait les visites, on avait dit peut-être elle va accoucher par opération. On n'avait pas dit, on a dit peut-être. Ben, c'était déjà suffisant pour prendre des dispositions. Oui, c'était déjà suffisant. C'était déjà suffisant. Donc, ils ont eu peur dès le départ. Oui. C'était suffisant. C'était suffisant pour prendre des dispositions pour l'envoyer ailleurs. Dès qu'il y a moins de doutes. Docteur Ngadjifna, vous avez voulu intervenir tout à l'heure lorsqu'on parlait justement de cette prolifération des centres de santé qui aujourd'hui font tout carrément. Disons que sur la base des études menées dans la sociologie de la famille, j'approuvais en fait votre point de vue pour dire que c'est un constat fondé. Là, je parle sous l'autorité scientifique des études qui sont menées sur la question. Quand vous prenez 10 centres et puis vous faites face à 10 femmes qui sont sur le point d'accoucher, naturellement à une difficulté de contraction pour pouvoir impulser l'enfant, sous le prétexte que l'enfant pourrait peut-être s'abreuver du liquide amniotique. Amniotique, oui. Oui, il faudrait procéder de la sorte. La même étude pose le problème de la balance financière. Ça veut dire que c'est une cotation d'au moins, ça veut dire que ça vous coûte au bas mot 200, 250 000, 300 000 francs. Donc ça fait une recette financière. Et je vous parle d'autorité peut-être un peu jeune, mais de quelqu'un qui a 5 enfants. Donc, habitué à ce genre-là. Donc ça, je vous parle d'autorité des études en sociologie de la famille au sein de structures dans la ville urbaine. Et avec connaissance de beaucoup d'autres collègues de la faculté de médecine. Donc, quelquefois, le problème d'accouchement par le gain de l'appât devient une source génératrice de revenus sûrs, puisque quand vous prenez des autres pathologies, je parle sur ceux qui ont peut-être prêté le serment d'Hippocrate, vous allez venir difficilement débourser 300 000 ou 200 000 pour un accès palustre ou bien pour une petite intoxication. Or, c'est une source bien rentable de savoir que si vous avez sur le mois 3, 4 qui passent à la césarienne, vous voyez bien que ça fait 300 000 fois 4, ça fait 1 200 000 francs. Donc, c'est un créneau sûr et je parle, et je le redis encore, c'est sur la base des études qui ont été menées sur les questions. Mais je voulais aussi revenir un peu sur l'intervention du médecin. Alors, je n'ai pas un peu approuvé totalement ce qui a été dit, de penser qu'un médecin généraliste à Douala ne devrait pas se permettre. On peut comprendre a priori qu'il y a des médecins qui ont peut-être fait une spécialisation en la matière et que dans une zone comme Melon et Banga, peut-être le généraliste se pourrait. Je crois que le problème de santé, c'est quelque chose quand même de délicat qui engage la vie. Soit on a l'habilitation à poser un acte médical ou on ne l'a pas. On ne devient pas spécialiste, on ne devient pas chirurgien parce qu'on se retrouve, on est médecin généraliste, mais qu'on se trouve en zone rurale et autres. Je crois qu'il y a un cadrage nécessaire. Donc, qu'on se retrouve à Douala ou bien à Banka, quand on n'a pas l'habilitation, quand on n'a pas la formation, on n'a pas les outils pour le faire, je crois que ça doit être un acte proscrit puisque ça engage non seulement la vie de celle qui veut donner vie à quelqu'un, ou ça peut engager les deux. Donc les médecins... Non, je pense que vous n'avez pas bien compris. Des zones rurales... Vous n'avez pas bien compris. Je dis à Douala, un généraliste ne devait pas poser un acte de césarienne, puisqu'il y a plein de chirurgiens et il y a plein de gynécologues. Un généraliste, même s'il a une expérience en gynécologie, à mon avis, ne devait pas faire une césarienne, même s'il a un bon plateau technique. Donc je crois que c'est impératif. Voilà, je continue. J'ai donc, on peut reculer comme Mélon au Mando. Oui, à 40 km, on ne peut pas avoir un chirurgien. Il doit juger en son âme et conscience de la capacité et de la compétence de réussir l'opération. Et s'il a le moindre doute, il évacue. Je ne pense pas que ce soit un problème de courage ou de conviction. Je crois qu'il y a quand même une formation pédagogique quand même. Il n'est pas question de braver, je crois, un lion et autres, mais c'est de savoir... Il doit juger de sa compétence dans un coin. Parce que si vous évacuez un malade tout en n'ayant pas de garantie qu'elle va être évacuée dans de bonnes conditions et qu'elle va arriver à terme à temps. Si c'est question d'heure que vous pouvez sauver la vie, vous le faites. Mais si vous ne pouvez pas, il faut mieux anticiper. Si vous laissez évoluer, c'est déjà tard. Je parle sous votre contrôle, mais de ma petite culture, je ne pense pas qu'il y ait des chirurgiens autodidactes. C'est-à-dire qu'il peut s'improviser. Je crois qu'il est question de spécialisation. Peut-être qu'on ne se comprend pas. On peut faire un autre débat. Docteur, vous semblez ignorer qu'il y a des structures qui naissent tous les jours au Cameroun, dans les quartiers des grandes villes et même dans l'arrière-pays, et que l'ordre
l'ordre qui a engagé une bataille contre ces différentes structures qui évoluent parfois sans autorisation. Et aujourd'hui, on a évoqué, à partir notamment de ces recherches et également les résultats scientifiques qui ont été menés de ces étudiants qui sont descendus sur le terrain et ont mené des enquêtes qui se sont rendus compte, pas seulement ces étudiants, nous vivons ces réalités au quotidien. Mais vous semblez ignorer que dans ces structures, il y a des cas qui sont enregistrés, je voudrais dire des décès. Non, je n'ignore pas. Je sais qu'il y a des structures qui prolifèrent tous les jours, qui sont tenues. Non seulement, très souvent, ce ne sont ni des chirurgiens, ni des gynécologues, ni des médecins, ni même des infirmiers. Ce sont des opérateurs économiques qui ouvrent une structure et qui embauchent parfois des infirmiers pour tenir la structure à leur place et qui font appel à des confrères qui sont dans une formation, qui veulent squatter leur service, comme on dit, et qui le font. Ça, nous le savons. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a l'implication du pouvoir régalien qui doit régler le fonctionnement de la santé. Il y a des lois qui fixent les conditions d'ouverture d'un cabinet de soins au niveau infirmier, cabinet médical au niveau des médecins, avec leurs compétences, cabinet, les cliniques, les polycliniques et autres. Quand ces lois-là ne sont pas respectées, nous sommes débordés. Que ce soit l'ordre ou le médecin, on est dépassé. Nous subissons tous. Alors, puisque vous êtes dépassé, ça veut dire que la situation, les morts ne font qu'être comptés. Oui, justement, c'est pourquoi il faut que le pouvoir régalien intervienne pour réguler. C'est tout. Il y en a qui ouvrent leur statut sans l'accord du ministère de la Santé, sans l'accord de l'ordre. Oui. C'est-à-dire que ça devient l'anarchie. Et de même, les médicaments, vous voyez, on le vend partout comme des arachides. Les médicaments doivent être faits pour être vendus dans la pharmacie, où il y a des spécialistes en conseil médical, en conseil pharmaceutique. Et quand vous le voyez dans la rue, c'est la même chose que la BC est en train d'être faite dans la rue. Et dans les 2 années qui suivent, si on continue à former les médecins au rythme où ça se passe, vous aurez des médecins ambulants qui vont venir avec le stéthoscope, avec le transmettre, avec le thermomètre, vous êtes dans la rue pour prendre votre température, prendre votre tension et vous vendre les médicaments qu'ils ont en poche. Je caricature un peu, mais on n'est pas loin de là. Puisque ça existe. Moi, je voudrais c'est un portrait de la réalité, effectivement, qui est dessiné, de savoir que une cuvée de médecins, le recrutement n'étant pas automatique, bon, il y a des opérateurs économiques qui ont peut-être le potentiel financier de créer, et naturellement, ils jouent sur les petites bourses pour brader la formation. Il en est de même du système de l'enseignement supérieur. Vous allez voir des promoteurs, des instituts privés d'enseignement supérieur, mais qui peinent à justifier un brevet d'études supérieures. Donc, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est un problème réel. Et naturellement, avec les modes artificiels, les produits chimiques que nous consommons, je crois que le taux de cas de maladie est assez élevé. Donc, tout le monde a compris, il suffit de mettre une plaque pour dire que bon, nous guérissons telle maladie liée à la gynécologie parce que les Camerounais sont sexuellement trop actifs. Vous allez avoir de la clientèle. Par cet activisme naîtront des enfants qui vont passer peut-être par césarienne, ainsi de suite et autres. Le problème de santé est un créneau générateur de revenus où nous retrouvons finalement tout le monde. D'accord. Alors, vous avez semblé prendre la parole tout à l'heure lorsque Dr. Non, mais je revenais sur ce que le sociologue disait. Il a conclu d'ailleurs dans le sens que je voulais. Parce que moi, j'ai intervenu en disant les structures qui ont un agrément ont dû passer par un contrôle technique qui permettait de savoir s'ils ont un plateau technique. Mais vous oubliez que ça fait pratiquement 10 ans que l'ordre de médecins se bat, souvent même contre l'avis de la population. C'est-à-dire, on dit qu'il y a un médecin qui n'est pas inscrit à l'ordre de médecins, donc qui n'a pas compétence à exercer, qui est dans une structure, je ne sais pas moi, centrée, qui n'est pas contrôlée. On vient, on ferme aujourd'hui, le lendemain c'est réouvert. La structure est réouverte le lendemain. Le problème est même plus grave puisqu'il y a un siphonnage de CV. Pour ouvrir un centre, il faut justifier des CV de curriculum vitae de personnel formé. Et là, ça revient au problème de la régulation, c'est-à-dire que les fonctions régaliennes de l'État. Comment vous pouvez penser dans un État sérieux à savoir que vous êtes dans la même ville et que le CV du médecin gynécologue obstétricien spécialisé des grandes écoles, peut-être étrangères, et son CV dans telle structure de santé utilisé, je crois qu'il y a quand même un travail technique qui doit être fait. Ce médecin ne peut pas avoir son CV dans 6
7. Je revenais pour vous dire que ces structures, justement, ne sont pas autorisées. Donc, ne peuvent pas être contrôlées. Qui va les contrôler? Ce sont des structures clandestines. Non, parce que dès le départ, si ce contrôle est fait au niveau du district de santé, on ne devrait pas avoir ces structures-là. Vous l'avez dit, vous l'avez confirmé. C'est l'appât du gain qui fait qu'ils ouvrent. Du coup, ils ne font pas de dossiers pour pouvoir être agréés. L'agrément, ils n'ont pas d'agrément. Ils sont plus nombreux que les structures. Ce sont des structures clandestines. J'ai cru entendre, à un certain moment, j'ai parlé avec le président de médecin, il y a plus de 3000 ici, structures clandestines. Des gens qui évoluent sans aucun papier. Alors, et lorsqu'on fait le point, on se rend compte justement, et on a évoqué, que c'est dans la plupart de ces structures que se déroulent ces accouchements par césarienne et avec des résultats que l'on sait. Malheureusement. Et c'est là où votre rôle est important. Parce que la population, bon, ce cas est différent. Melon, c'est un centre qui est très connu, d'accord. C'est un centre qui a été depuis des années rattaché à la fondation Adloutière, d'accord. Les gens sont habitués, ils ont encadré la population. Mais il y en a d'autres qui poussent comme ça. On ne sait pas d'où ça sort. On ne sait pas d'où il vient. Mais les populations, ils vont quand même. C'est ça qui est terrible. Le type qui se balade avec un plateau sur la tête avec des médicaments, on l'appelle docteur. Il va partout, il donne des médicaments. Allez dans tous les quartiers, vous allez trouver des cabines ou des boutiques où les gens ont mis des médicaments qu'ils sont en train de vendre. Pourquoi les gens les achètent? La population ne comprend pas. Ils achètent. Ils achètent, ils consomment du poison. De plein gré, hein, ils consomment du poison. Ils le savent. C'est pourquoi moi je dis... Le type qui ouvre un truc dans votre quartier, il met cabinet de soins, mais les gens vont là-bas. Oui, ils vont se faire opérer. Et c'est pas gratuit en plus. Ils payent là-bas. Et c'est plus cher parfois. Donc de temps en temps, il faut que la population soit je voudrais revenir sur un volet important évoqué par Dr Ngadjif Naak, lorsqu'il faisait un peu le point, les calculs sur ce qu'une formation sanitaire peut gagner lorsqu'elle propose l'accouchement par césarienne à une femme, 2, 3, 4. Mais on sait quand même que le ministère de la Santé, avec notamment ses partenaires, avait proposé des coûts concernant l'accouchement normal et bien entendu l'accouchement par césarienne. Je voudrais d'ailleurs rappeler tout cela ici. L'accouchement par césarienne devrait évoluer à 40 000 francs CFA. Ça, c'est le coût du ministère et c'est le gouvernement camerounais. Contrairement à ce qu'on payait avant, c'est-à-dire 120 000 francs CFA. Aujourd'hui, on parle de l'accouchement normal qui est évalué pratiquement à 6 000 francs CFA. Mais ce n'est plus le cas. Avant, c'était à 20 000. Mais seulement sur le terrain, que ce soit dans des structures publiques ou privées. Au privé encore, on n'en parle pas, mais dans des structures publiques, c'est davantage compliqué parce que rien n'est respecté sur ce point lorsqu'on parle de l'accouchement par césarienne. Vous avez travaillé longtemps dans ces structures publiques et aujourd'hui en clientèle privée, vous semblez... Moi je dis, l'acte ou l'arrêté que le ministre a pris en fixant ses prix, il est responsable de ce qu'il fait. Parce que le coût d'un acte ne se pose pas au hasard. On calcule les entrants. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? L'amortissement des climatiseurs, de la salle d'accouchement, l'oxygène, le personnel et tout. C'est ça qui conditionne l'acte. Mais si le ministère de la Santé décide de fixer à 4 000 francs pour les formations publiques, oui. Il est libre. Mais j'ai peur que ces 6 000 francs-là ne puissent rien représenter. Raison pour laquelle certains confrères des structures publiques squashent leur service dans les structures même qui ne sont pas autorisées. Pour ne pas dire qu'ils peuvent être des auteurs de ces structures clandestines. Parce que les conditions salariales ne leur permettent pas de vivre, décemment. Ils sont obligés de faire autre chose. Voilà un autre facteur sur lequel je ne reviendrai pas. Avec l'inflation et le traitement de coûts, je dis en vous-même, une césarienne à 40 000 francs. Si vous prenez le BIC pour calculer les entrants, l'anesthésie haute, je ne pense pas que vous soyez à 40 000. Si le ministère subventionne ces structures, d'accord, mais ce coût ne peut pas être appliqué dans le privé. Parce que déjà, il y a l'arrêté du ministre du Commerce. C'est un arrêté congé ministre du Commerce et des Finances, je pense, à l'époque, il y a plus de 15 ans, qui a homologué les prix. Et j'ai dit, il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, ces prix doivent être actualisés. Parce que le coût des machines a évolué. Avec la nouvelle technologie, vous avez le matériel qui est reformé, vous devez le mettre à l'écart pour être up-to-date. Donc vraiment, c'est un problème de santé publique.
que le ministre reste dans son, que monsieur le ministre dans son bureau, il prenne un décret à portée sociale et politique, c'est bien beau. Mais j'ai peur que ça ne puisse pas refléter les réalités. Je vais intervenir. Le grand frère a oublié de vous dire qu'il a été le président du syndicat. Ah bien sûr. Non, bah, oui. Mais attention, attention. Ce que le ministre a dit est très bien. Si dans les structures publiques, effectivement, on peut arriver à faire ces actes à ces prix-là, et que le reste soit pris en charge par le ministère de la Santé publique, c'est une très bonne chose. Ça n'a presque jamais été respecté. Oui, le cas, c'est non, c'était pas dans le public. C'était pas dans le public. C'était confessionnel. C'était confessionnel. C'était confessionnel. Il y a une différence. Sandrine s'est retrouvée à Banca, par exemple. Banca, c'est confessionnel. Aussi. C'est confessionnel, c'est pas public. Il y a un hôpital public à Bafan. Ce n'était pas là-bas. À Luchem, c'est confessionnel, c'est pas public. C'est pas le ministère public. Donc, si le ministère de la Santé publique peut faire des césariennes à 40 000, des accouchements à 6 000, c'est très bien. C'est ce qui est dans la loi, ce qui devait se faire normalement. Ça fait des années, moi j'étais là-dedans. C'était 6 500 accouchements. Oui, c'était 6 500. 6 500, voilà. Peut-être que la donne ne change pas fondamentalement. Voilà. En partageant toujours les conclusions de l'étude, vous pouvez passer en journée, il y a combien de médecins qui peuvent être sur place. Prenez le cas d'une femme qui entre peut-être en contraction à 1h, 2h du matin. La même étude précise sur 10 centres de santé tirés par échantillonnage, 9 n'ont pas de service de garde approprié pour le faire. Or, sur 10 structures de santé privées, cliniques, ainsi de suite et autres, 9 répondent. C'est-à-dire que le chirurgien, même s'il était en train de bercer son enfant, il est prêt à partir pour venir faire l'opération parce que ce n'est pas à négocier. De deux, on joue sur la ligne de touche puisque c'est question de vie ou de mort et c'est une question de minutes. Vous ne pouvez pas renvoyer de peur de perdre en même temps l'enfant et autres. Donc vous êtes dans une situation où vous négociez, où vous laissez passer votre femme ou bien avec l'enfant qu'elle comporte. Donc il y a quand même ce problème. L'idée peut-être du ministère, elle est bonne. Il y a peut-être une subvention de l'État. Mais à la pratique, je crois que rien n'est fait dans ce sens-là. Et dans les mêmes rapports, peut-être par une contingence temporelle, davantage les contractions commencent à partir de 17h. Peut-être les médecins vont trouver, mais sur la base des cas étudiés, ça se passe en soirée. Et combien de médecins, à partir de 17h et autres, sont sur le coup? Quel est celui qui peut engager une opération, ainsi de suite et autres? Je crois que le problème est un peu plus profond que cela. Alors, les coûts... Il est plus profond pour le public. Mais pour le privé, le grand frère le sait, les gens se sacrifient pour ça. Parce que dans le privé, ils sont là pour répondre à la demande de ceux qui n'ont pas pu être dans un rapport financier qui se situe également dans la fourchette du nerf de la guerre. Ils ne le font pas. Ben oui, ils ont négocié pour ça. C'est pourquoi je dis que la santé ne doit pas être à deux vitesses. Une vitesse pour le secteur public, une vitesse pour le secteur privé. Non. Il faut trouver des conditions idéales pour permettre à tout le monde d'avoir accès à des soins de qualité. C'est l'idéal. Quand vous fixez les conditions publiques, la famille se présente à l'hôpital public, la personne qui est supposée être là n'est pas là. Ou bien le partenaire technique n'est pas adapté. Vous voulez que la personne aille où? Peut-être le souci de l'État de ne pas donner une subvention pour les césariennes, pour les structures privées, puisqu'elles se chiffrent à des milliers. C'était peut-être pour éviter une généralisation des accouchements par césarienne, pour permettre de... Ok, vous êtes en train de faire une enquête sociologique sur le terrain. Continuez votre enquête en approfondissant. Faites-nous sortir les statistiques qui prouvent les conditions qui ont posé l'acte, le diagnostic de césarienne. Qui l'a effectué? Dans quelles conditions? Quelles sont les suites post-césariennes? Analysez ça en profondeur. Les facteurs endogènes et exogènes sont constants et permanents et intangibles. Oui. 1. Les structures privées donnent un service de qualité dans une certaine promptitude et dans un espace qui n'est pas limité. Ce que le public, le service public ne fait pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il reste constant. Ça, vous n'allez pas peut-être rentrer dans les comptabilités, mais c'est un acte médical assez coûteux, onéreux et assez rentable pour la structure. Que ce soit dans le privé ou dans le public, oui, dans le public. Donc, ça, c'est évident. Que vous venez avec même médecin de votre état, peut-être dans une autre spécialité, ou que vous n'êtes pas dans la ville.
qu'on vous appelle pour vous dire que bon, soit elle passe à l'opération, ainsi de suite et autres, il y a quand même un minimum de confiance à faire au médecin puisque c'est le diagnostic qu'il pose. Vous n'êtes pas là pour faire une contre-expertise, donc vous êtes dans une situation où ça peut aller de 300 à 500 000. Vous n'êtes animé que par l'esprit de sauver la vie et de voir cet enfant. Donc il y a cette précarité, il y a ce conditionnement psychologique, psychosomatique qui fait que vous cédez dans tous les cas. D'accord, vous avez inversé. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que la série coûtant 300 000, les gens calculent qu'ils peuvent faire 4 séries pour avoir 1,5 million. Donc il avait un lucre, une espèce de réflexion pour gagner de l'argent. C'est ça que je n'ai pas approuvé. Maintenant que vous dites... Je n'ai pas changé. C'est le constat qui est fait quand même sur le terrain. Je dis la même chose et je dis la même chose que sur les propositions, c'est-à-dire à un moindre retard de complications, ainsi de suite et autres. Je vous parle des études qui ont été menées, je n'ai pas une vue de l'esprit et puis je ne suis pas non plus médecin. Mais si vous en faites un tout, vous pouvez vous faire votre propre expérience sur 8 cas, pourvu qu'il y ait des petites complications ou bien qu'on arrive pour dire que bon, elle a commencé les contractions à 11 h, vous êtes arrivé à 16 h et autres, on dit non, il y a un liquide amniotique, ainsi de suite et autres, elle est fatiguée, il faut le faire. Ça, tout le monde, je le parle, je le dis sous le contrôle, je suppose qu'il n'y a pas de primipades ou bien des jeunes filles là-bas. Elles peuvent corroborer ce point de vue. Bon, maintenant, la question que je me pose, pourquoi les services privés sont toujours prêts à répondre et dans le service public, ils ne sont pas prêts? C'est là la question fondamentale. Je ne veux pas poser de jugement sur la qualité du service des établissements. Mais vous avez fait un constat. Des établissements publics. Vous avez fait un constat. Moi, je voudrais vous aider. Docteur, je voudrais vous aider. Il faudrait inclure dans votre étude les indications de ces césariennes. Il faut absolument inclure ça. Parce que vous me parlez de liquide amniotique qui serait teinté. Mais vous êtes dans une indication de souffrance que nous comprenons. Donc on dit ça à quelqu'un, on dit non, le travail a trop duré, mais maintenant l'enfant a un liquide qui est teinté. C'est une indication césarienne. Je vous comprends parfaitement, mais je ne vais pas me substituer au médecin. Le sociologue, ça tarde sur les liens de faits de causalité. Maintenant, les aspects techniques. Non, les liens, qu'est-ce qui justifie? Ça, c'est de la formation de sociologue. Je ne prendrai jamais un bistouri. Je ne prendrai jamais, je ne saurais vous décrire le col de l'utérus, ainsi de suite et autres. Nous parlons des faits, nous parlons des comportements. Et c'est le lien de causalité. Il est vrai que l'émission s'appelle Regard social. Monsieur le sociologue, j'interviens. Parce que si vous analysez seulement du point de vue des implications, vous oubliez que cet acte, qui est un acte médical, un acte opératoire, a ses indications, sa technique, ses complications et ses perspectives. Voilà, il faut prendre ça. Et ça, c'est notre domaine. Mais quand vous nous dites la majorité, de fait parce qu'il y a des liens financiers, vous sabordez un peu le sujet. En tout cas, ce que je peux vous conseiller... Peut-être qu'on ne se comprend pas, si le modérateur le permet. J'ai dit sur la base d'une étude, vous allez dans les services de santé. Mais les biaisés... Non, je dis, il n'y a pas des indications dans votre étude. Il n'y a aucune erreur à vous associer d'un médecin dans votre étude. Est-ce que je peux poursuivre un peu? Il est question des méthodes qualitatives de recherche en sciences sociales. Il n'est pas question de diagnostic médical. Souffrez un peu de suivre au moins un peu. Il est question des méthodes et des techniques de recherche qualitatives en sciences sociales. C'est un peu comme si on interrogeait les gens. Qu'est-ce qui amène les gens peut-être à détourner les fonds? Mais vous n'allez pas me demander d'aller être financé pour calculer. Non. Les détails techniques, le sociologue n'irait jamais remettre en cause un diagnostic qui est posé par vous, médecin. Si vous dites que le liquide amniotique, quand il est bleu, ça donne telle conclusion, on vous fait foi sur la base du serment d'Hippocrate que vous avez prêté. Ne me demandez pas au sociologue de remettre en cause, mais j'ai dit sur la base des techniques qualitatives de recherche, vous arrivez à poser un problème. Vous menez une étude. Il y a un problème, il y a une problématique, il y a des hypothèses, il y a des objectifs. Vous voulez comprendre le phénomène grandissant, peut-être des accouchements par césarienne. Le type peut partir d'un collectif pour dire, bon, sur les 5 enfants, il y en a 4 qui sont passés par cela. Ça veut dire que le problème devient un peu sérieux. Pour dire, en prenant un échantillon d'un certain nombre de centres de santé, sur la base trimestrielle, sur la base semestrielle, vous accueillez combien de femmes pour accouchement dans votre centre? Combien accouchent par voie basse? Combien accouchent par césarienne? Vous faites la loi, la liaison. Vous calculez la médiane par un test de Ki2. Vous avez maintenant les éléments, mais on ne rentrera pas dans les détails pour dire, bon, le diagnostic du médecin n'était pas faux. Non, on va donc sur ces chiffres pour dire que sur 10 centres de santé, dans différents secteurs de la ville, c'est concordant. C'est 7, c'est 8, vous faites la péréquation, vous revenez à un pourcentage de 80%.
On s'est dit, bon, est-ce que c'est un problème lié à la malformation, un peu comme vous avez expliqué, ainsi de suite et autres, rien. Bon, quelle est maintenant la péréquation financière? La courbe n'est pas différente, 200, 250, 300 pour les cas compliqués, ça monte à 500 pour dire qu'il faut une semaine d'observation. Mais ce sont les yeux du sociologue, mais les faits sont têtus et on les dit. On ne reviendra pas dire que, bon, on sait par petite culture générale qu'un accouchement par césarienne, vous devrez être mis sous un traitement analgésique. Oui, vous intervenez, c'est pour expliquer justement... Non, tout simplement parce que les études scientifiques, tout le monde en fait, docteur. Moi, je trouve inacceptable que vous choisissez votre échantillon seulement dans les centres périphériques. Dites-moi, quels sont les... Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Dites-moi quel est l'échantillon témoin que vous avez pris, par exemple, sur un hôpital public pour comparer les résultats que vous nous donnez à la télévision. Dans un titre qui est là, est-ce que les césariennes, ce n'est pas une histoire commerciale? C'est ce que vous avez écrit. Oui. Donc, le monde entier qui nous écoute est en train d'écouter un sociologue nous prouver que la césarienne est faite pour des besoins mercantiles. Nous ne devons pas vous laisser passer ça. Malheureusement, c'est indiscutable. Je parle de la base. Vous laissez passer ça. Vous choisissez un échantillon, d'abord des structures qui sont illégales. Quelles sont les structures? Et vous l'avez dit. Vous n'avez pas vu quelles sont. Vous l'avez dit vous-même. L'échantillon était composé. Quels sont les déterminants pour un échantillon? Vous l'avez dit vous-même. C'est nous n'allons pas rentrer dans les illégales. Les échantillons sont choisis sur une base. Vous avez quand même à faire. C'est vous. Moi, je voudrais vous proposer ceci. Je suis d'un doctorat sur la base de ces questions, sociales. Je voudrais vous poser quelque chose. Quels sont les types d'échantillons? Quels sont les types la population? Non, je regrette, mais l'échantillonnage répond. On ne va pas vous laisser dire ça à la télévision. Nous sommes d'accord que la chacun peut se faire son opinion. Je ne viens pas donner de leçons. Je suis parti de manière méthodique. Chacun peut se faire son opinion sur la question. Je me suis appuyé sur une étude. Je ne pense pas, en dehors du domaine médical, que vous ayez une autorité pour me dire que l'échantillon a été mal posé. Vous n'êtes pas en droit de me dire quelles sont les bases. Parce que nous sommes en train de suivre vos résultats. Et en Mondovision. À la sortie, je vous donne tous les textes. D'accord. Mais comprenez nous sommes quand même d'accord, docteur Tchachoua. Non, votre étude est parfaite. Mais à ceci, il faut vous adjoindre du regard de médecin. Mais elle est plus... Laissez-moi terminer au moins, je vous écouter. Non, écoutez. Je vais vous laisser d'un médecin. Il va s'assurer du diagnostic des indications de la césarienne. Ça, de deux, de la qualité de la structure. Elle est égale, elle est légale, elle est illégale ou pas. Deux, du chirurgien qui a pratiqué. Est-ce qu'il est gynécologue, est-ce qu'il est chirurgien, est-ce qu'il est généraliste, est-ce qu'il est infirmier? Trois, du plateau technique. Et ensuite, des complications. Quand vous avez tout ça, vous allez avoir une bonne lisibilité. Ça, c'est le préalable. Ça, c'est la base. Je vous dis. C'est ce qui a été fait, c'est la base. C'est une étude universitaire quand même. Ça, c'est la base. En tout cas, vous n'avez pas affaire à un collégien ou bien en tout cas, publiez-la avant de l'amener à la télé. Docteur Tchachoua, on a quand même compris que vous êtes dans les revues qui ont plusieurs codes et pas au pays. Vous étiez tout de même l'un des responsables du syndicat des médecins. On comprend bien que vous avez également mené cette bataille, c'est-à-dire des structures sanitaires clandestines qui continuent de naître même, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous êtes essoufflé par ce phénomène. Mais on reste quand même dans la logique selon laquelle l'accouchement par césarienne reste un acte coûteux. Quel que soit le milieu où on se trouve. Voilà. Ça va des choix. C'est un acte coûteux. Je peux vous donner des détails techniques. Oui, allez-y. Bien. Je vous donne des détails techniques. Un accouchement normal, d'accord, implique juste l'équipe qui est là, c'est-à-dire l'accoucheur, un ou deux infirmiers. Ce qui n'est pas le cas d'une intervention chirurgicale. Une intervention chirurgicale implique une anesthésie, un bloc opératoire, de l'oxygène, des médicaments, une durée d'hospitalisation beaucoup plus longue qu'un accouchement normal. Alors, calculez. La dame entre, elle accouche et sort le lendemain, ou bien après 3 jours. Ce ne sera jamais le même prix que Sandrine, qui est restée 2 mois avec une paroi qui était ouverte, où il y avait des infections, où il y avait des antibiotiques, je ne sais pas combien vous avez utilisé, pour arriver à guérir cette plaie. Il y a eu des transfusions. Vous ne pouvez pas comparer ça au cours d'un accouchement normal. Ce n'est pas possible. Ce sera 2-3 fois. Si c'est 10 fois. C'est clair.
C'est une question de... Donc ça rapporte quand même de l'argent. C'est un peu plus coûteux. Non, ça sauve des vies, monsieur. Ça sauve des vies. Ne pas tuer l'argent. Ça sauve des vies. Chez nous, en médecine, nous ne mettons pas l'argent avant. Dites-moi, ce que vous publiez comme livre, ça vous rapporte quel argent? Ce que vous publiez comme livre. Chez nous, en médecine, c'est votre connaissance. On ne met pas l'argent avant. Vous publiez vos connaissances. D'accord. Les médecins, le corps médical, c'est très sensible. Dès qu'on dit oui, ils ont pris l'argent, mais on oublie qu'ils leur ont sauvé la vie. C'est ça le problème. D'accord. Alors, les corps de métier peuvent faire beaucoup de choses, mais dès que le corps médical fait quelque chose, tout de suite on se dit non, mais c'est pour la santé. Non, on ne doit pas faire ça. Oui, mais votre mot c'est l'argent. Votre mot c'est l'argent. Mais vous ne regardez pas la compétence des gens qui sauvent des vies. J'ai dit que comme sociologue, nous disons que un accouchement par voie basse coûte moins cher qu'un accouchement par césarienne. Mais c'est évident, mais c'est évident. Vous n'avez pas qui a contesté ça. Quand nous disons que c'est un peu plus coûteux et onéreux, mais on a comme l'impression qu'on détournait peut-être des éventuels clients qui au sortir viendraient dans... Non, il est question de regarder le fait. C'est normal que ça soit plus coûteux. Vous l'avez même dit. Vous nous reprenez en disant oui, ça rapporte de l'argent. Vous l'avez même dit. Le problème, c'est que ça rapporte de l'argent. Vous voulez relier le fait qu'on ait fait une indication de césarienne. Il a même dit. Il a même dit. C'est malhonnête. Il a dit. On ne peut pas accepter ça. D'accord. Alors, même si ça rapporte de l'argent, ce qui est d'ailleurs vrai, et puisqu'on travaille pour avoir de l'argent, mais on sait quand même que même dans le public, la déduction est dans le sur les public, je veux statistiques. dire, dans le public, on retrouve les coûts que j'ai donnés tout à l'heure, qui sont d'ailleurs reconnus par le gouvernement camerounais, ne sont pas respectés. Ça, c'est une réalité. Vous allez interroger des femmes qui sont passées ou qui ont accompagné leurs sœurs accouchées par césarienne. C'est des centaines, des mille quand même, à débourser, que l'on débourse. Alors, une question simple. Quels sont les risques et les inconvénients de l'accouchement par césarienne? D'abord, revenons sur la durée d'hospitalisation, et sera toujours plus importante. La morbidité, c'est-à-dire le risque d'avoir une complication est plus importante. Complication de toute chirurgie, l'infection, l'hémorragie, d'accord? Des complications sur le plan, par exemple, général, un arrêt cardiaque peut survenir au décours d'une intervention chez certaines personnes qui sont à risque, par exemple, de faire des embolies, des choses comme ça. Donc les complications sont énormes dès qu'il est question de faire une chirurgie. Que ce soit césarienne ou n'importe quelle chirurgie, il y a des complications. Complications opératoires, c'est connu partout. Donc le cas de Sandrine ne m'étonne pas du tout. Elle a déjà été opérée, elle a dû avoir déjà des adhérences. Elle disait elle-même qu'elle avait mal au ventre, c'est ça déjà. Donc une deuxième intervention, ils ont dû trouver des occlusions, des choses comme ça. Ils ont peut-être perforé, là il y a un certain moment. Ils ont fait des intestinales, tout ça. C'est des choses connues, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Ça affreux. Alors, moi j'avais une question pour les sociologues. Malheureusement, il a éludé ça. Il aurait fallu qu'il nous dise, par exemple, s'il vous plaît, il aurait fallu qu'il nous dise, par exemple, parce que vous dites que dans les hôpitaux publics, d'accord, le coût a augmenté aussi. Mais dites-nous combien de césariennes on fait dans les hôpitaux publics. Ils en font beaucoup plus que dans les centres que vous... C'est toujours pour de l'argent. C'est sur quelle étude? C'est parce qu'on leur réfère. Une étude a été menée dans c'est parce qu'on leur réfère tous les cas compliqués qui sont dans les petits centres. Vous comprenez maintenant? Dès que ça ne va pas, on balance à la Kentini. Même les structures privées, parfois, balancent à la Kentini. Du coup, les complications qui arrivent à la Kentini sont plus importantes que ce qu'on trouve dans les cliniques privées ou ailleurs. C'est la seule explication. Ce n'est pas parce que ces médecins la multiplient parce qu'ils veulent prendre de l'argent. Ben, écoutez, il faut arrêter, ça. Mon point de vue, ne demandez pas que c'est ceux qui opèrent en clientèle privée qui le font, ainsi de suite. Et vous n'avez pas voulu comprendre les préalables. Vous voyez ça, c'est marqué quoi? Un fonds de commerce. Mais nous posons des questions, c'est une titraille. Oui, mais ce n'est pas une question. Non, c'est une question. Vous avez un point d'interrogation. Vous avez tiré les conclusions et vous avez balancé. Il y a un point d'interrogation, ça veut dire que ça peut être affirmé comme... Mais vous êtes en train de confirmer, vous êtes en train de confirmer. Mais sur la base d'un raisonnement logique. Mais nous faisons que c'est biaisé, malheureusement. Non, je crois qu'il y a un parti pris, Vous l'avez aussi. L'impression du discours. Vous n'avez pas voulu demander quelle est l'assiette de l'échantillon. Est-ce que l'échantillon s'est basé sur des structures simplement privées ou bien publiques, ainsi de suite? Vous n'avez pas voulu faire un minimum de confiance aux spécialistes des questions sociales que je suis pour dire, quand vous prenez le système de santé, mais il y a des composantes, il y a des aires qui sont connues.
Mais vous avez directement rabattu, c'était comme si c'était un débat de culpabiliser ce qui relève. J'ai dit que le sociologue n'établit que les liens entre les faits. C'est en question. Vous avez reçu 10, ah bon, 8 sont passés à la césarienne. Nous ne discutons pas des détails. Non, je vous dis que cette étude est D'accord. Docteur Tchatchoua, est-ce qu'on peut éviter l'accouchement par césarienne? C'est possible? Éviter? Bien sûr. Oui. Ça dit s'il faut éviter, oui. Il faut un bon suivi, un médecin, un patient ou une femme enceinte. Il faut un bon suivi médical, ce qui suppose qu'on prenne des précautions pour s'interroger si l'accouchement peut s'effectuer normalement par la voie basse. Dès lors que la question est non, l'indication de la césarienne est impérative. Elle est impérative. Dès que la réponse est non, soit comme le docteur Kafoda l'a dit, un bassin qui est rétréci, une malformation, une macrocéphalie, ou bien une mauvaise position du fœtus, il peut présenter le bras, il peut présenter le pied, il peut présenter la tête gauche. On se rend compte, ou bien la femme qui est malade, on se rend compte que dans ces conditions, elle ne peut pas normalement accoucher par la voie basse. L'indication de la césarienne est impérative pour sauver la vie et à l'enfant et à la maman. Il ne faut pas laisser évoluer le travail. Il ne faut même pas laisser débuter le travail dans ces conditions-là. Plus on y va tôt, plus on a la chance de faire une bonne chirurgie pour éviter les infections, comme il a dit. Si vous laissez évoluer le travail, la peau des os est rompue, le mécanisme est sort, l'enfant respire, vous compliquez tout. Il aura les risques d'infection, il aura même les risques de déchirure et tout. Et puis, la plus grande complication, quand vous laissez évoluer avec des cas de dystocie dynamique, comme il a dit, c'est une rupture utérine. C'est la plus grosse, c'est le plus gros coût qu'un chirurgien, qu'un patient puisse avoir dans sa vie. Voilà, là, vous perdez l'enfant et le fœtus. C'est le drame. On doit l'avoir pour toute sa vie et dans sa conscience. Parce qu'on n'a pas posé les gestes qu'il fallait, ou au moins il fallait. Donc il ne faut pas demander, poser le problème en termes quoi. Est-ce qu'on peut éviter la césarienne? Non. On doit chercher les conditions qui imposent la césarienne. On ne peut pas éviter une césarienne. Et c'est justement en voulant éviter la césarienne qu'on arrive à des complications. Parce que c'est l'heure qu'en poussant, en faisant ceci, on peut y arriver. Vous vous souvenez d'ailleurs? Oui, oui. Oui, je me souviens de quoi? Non, allez-y, complétez, je vous reviens. Nous faisons, vous et moi, depuis combien d'années les risques? On parle de grossesse à risque. Depuis combien de temps? Vous et moi. Beaucoup d'années quand même. Bien. Ça signifie qu'il y a des cliniques qui doivent identifier les risques. Les grossesses ne sont pas toutes les mêmes. Les patients sont des êtres humains, ne sont pas les mêmes. Il y en a qui présentent des conditions déjà avant de concevoir, soit des maladies générales ou n'importe quoi, qui peuvent s'aggraver pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou même après. Et ces conditions doivent être identifiées. Éviter la césarienne, c'est-à-dire prévoir le mode d'accouchement que la dame va avoir. Pour cela, il faut qu'elle ait des visites prénatales, le mot le dit, pour qu'on puisse identifier les risques qu'elle peut encourir. Ensuite, le travail devait être suivi par des personnels qualifiés qui peuvent identifier rapidement les complications, par exemple, dynamiques. Il y a des femmes, le travail commence, tout marche très bien, on a l'impression que ça avance. Au bout de quelques heures, on se dit, attendez, ça n'avance pas. Mais il y a des repères, il y a des garde-fous, docteur, il y a des garde-fous. Il y a des heures de travail. On sait par exemple qu'une primipare peut travailler entre 8 et 12 heures, mais ce n'est pas à la 12e heure qu'on va identifier que le bassin est petit. Il faut le savoir avant. Si vous avez une personne qui a des difficultés à pousser parce qu'elle a un problème cardiaque, ce n'est pas sur la table que vous allez l'identifier. Il faut la connaître avant. Si vous avez quelqu'un qui a une hypertension, vous n'allez pas la mettre en travail pendant 15 heures, alors que vous savez très bien que ça va se terminer par une préclampsie, une éclampsie. Il y a des complications que vous ne pouvez pas comprendre. C'est un casse-tête. Décider le mode par lequel cette femme-là va accoucher doit être fait avant le travail. Qu'est-ce qui se passe dans nos contrées? La dame attend que les contractions soient très fortes avant de venir à l'hôpital. C'est pour cela qu'elles arrivent la nuit. Imaginez-vous que la phase avant les vraies contractions peut durer 6 à 8 heures. Mais pendant ce temps, si elle est en train d'attendre à la maison, vous démarrez à 8 heures, vous arrivez à la clinique à 18 heures, il n'y a plus personne, ou à l'hôpital. En ce moment-là, ça signifie que le personnel qui est là, qui va recevoir, va avoir la lourde tâche de suivre un travail qu'il ne connaissait pas avant, ne connaissait pas les conditions de cette femme, ne savait pas comment elle a été suivie,
ne peuvent pas prévoir les complications qui vont arriver. Il faut qu'il y ait d'abord une identification de chaque patiente avant. Et ce n'est pas facile. Il faut qu'on classe celles qui portent des grossesses à risque, qu'on puisse au moins les suivre différemment, et qu'il faut qu'au moment où elles commencent le travail, il y ait des médecins, il y ait des gens capables de mener un accouchement jusqu'à terme, jusqu'au bout. Docteur Kafunda, lorsque je posais la question sur les risques et les inconvénients, en tout cas de la césarienne, Oui. Je voudrais me pencher sur le cas de Sandrine, Oui. qui est restée quand même 2 mois Oui. dans une formation sanitaire. Oui. On devrait la référer quand même dans une structure plus appropriée. Je dirais oui et non. Parce qu'il me semble que l'hôpital de Banca, que je connais, je vous dis, je travaille là-bas, a un plateau technique. OK? Mais j'ai entendu dire, elle a dit plusieurs fois, qu'elle avait des perforations, n'est-ce pas? Les intestins étaient... Ce qui justifie plusieurs interventions. Et non seulement ça, les complications des perforations, c'est quoi? Elle perd tout ce qui est comme matière nutritive. D'accord? Du coup, son état général, elle maigrissait, elle était faible, ainsi de suite. Et là, c'était quelque chose que j'ai entendu dans les reportages. Son dos aussi, avec des escarres. C'est une autre complication importante. Donc, elle est partie, la pauvre, de complication en complication. C'est parti par hasard, peut-être d'une infection, à cause du liquide méconial, comme l'aîné le disait. Et puis après, infection de la paroi, péritonite, perforation, escarre. Peut-être en fait, ce sont donc des bonnes raisons pour référencer. Est-ce que le plateau technique de Banca a réussi? Donc, je crois que je me suis suivi aux journalistes, mais je crois qu'avec les multiplications... Est-ce que vous savez quand vous me dites par exemple qu'on évacue une péritonite, vous savez en combien de temps une péritonite meurt? Au bout de 6 heures. Vous évacuez où? À partir de Bafan, vous évacuez où? Pendant 2 Mais mois. dans quel état? Elle a quand même passé 2 mois. Il n'y avait pas que la péritonite. Il y a eu infection de la paroi, elle l'a dit. Les escarres, c'est quoi? C'est du fait d'être couché pendant 2 mois. C'est la même position, c'est ça? Alors, la question, en fait, pas une question que je pose, c'est pour ma culture. Est-ce que le plateau, puisque vous avez fait le terrain, je pose une question juste naïve, pour dire que de toutes les maladies que vous soignez... Moi, je pense que son état général ne permettait pas qu'elle soit évacuée. Je me trompe? Avec amaigrissement, anémie, infection, le puits qui sortait, tout ça. C'est allé de façon progressive quand même, docteur. Oui, pas tout d'un coup. Mais oui. Après une semaine, ils ne sont pas idiots. Elle a eu des complications successives. Ils se sont battus pendant 2 mois, je pense. Pendant 2 mois. Elle a eu des complications successives. Et à chaque fois, ça se compliquait. On vainquait une complication, une autre se présentait et ça compliquait. Justement. Et dans ce tableau, que vous l'évacuez à Bafoussam ou à Yaoundé, le traitement ne changera pratiquement pas. Oui. Ils ont fait des transfusions, ils ont donné des antibiotiques, ils ont donné tout. Ils ont drainé, ils ont fait des reprises. Partout, on ne devait que gérer les complications. C'est que ça. Alors, docteur Gadjifna, au terme de tout ça, elle a passé d'abord l'accouchement par césarienne avec des complications. Elle décède 2 mois plus tard. Le corps est à la morgue depuis le 26 juin 2018 jusqu'à ce jour, parce qu'il faut forcément des moyens pour pouvoir récupérer ce corps. Les moyens, encore les moyens, toujours les moyens, toujours les questions financières. Voilà. D'où l'intérêt des calculs mesquins, mercantilistes qui entourent certains acteurs médicaux. Donc nous revenons à la même conclusion, l'argent, toujours l'argent, encore l'argent et tout pour l'argent. Sinon, qu'est-ce qui peut justifier en toute humanité, en toute philanthropie, de pouvoir garder le corps de quelqu'un qui a donné naissance à quelqu'un qui a perdu sa vie, qui a souffert 2 mois chez vous, et que la contrepartie, je suis maintenant content de l'entendre pour dire qu'on posait les actes pour sauver des vies. Les actes, l'argent qu'on demande, c'est pour la résurrection. Elle n'est pas la petite sœur de Jésus pour dire qu'une fois qu'on aura payé les 1 million, elle sera ressuscitée. Non. Est-ce qu'il n'y a pas un calcul mercantiliste là-dedans, lié à des opérations financières? Je vous retourne maintenant la question, vous qui avez prêté le serment d'Hippocrate. C'est l'argent. C'est l'argent, c'est un calcul. Donc il est évident et constant que les actes médicaux ou la prolifération de ce que nous connaissons comme structure de santé, c'est l'appât du gain. Il n'y a pas 2 mots pour le caractériser. Et je ne dis pas non plus que tout le corps médical est peut-être corrompu, mais je sais qu'il y a quand même des opérateurs véreux, comme toute corporation professionnelle. Mais ce qui reste constant, c'est qu'on pose un acte pour avoir de l'argent.
Si vous êtes médecin à l'hôpital général, ainsi de suite et autres, vous allez opérer en clientèle privée. C'est ce qui a recherche de l'argent. Autrement, qu'est-ce qui peut bien justifier la prise en otage d'un corps décomposé avec des intestins perforés, avec, vous avez ce terme technique, c'est métatase ou bien quoi et autres. Voilà. Qu'est-ce qui peut bien justifier si ce n'est pas le calcul financier? Puisque si nous arrivons à revenir cet argent, je crois que dès le lendemain, le corps sera remis. Ça veut dire qu'en compte même le mort, on n'a pas peur de prendre l'argent du mort. Voilà des médecins, sauf si vous me dites que ceux-là ne sont pas des médecins. Oui. Madame, c'est le docteur qui a retenu le corps ou l'administration de l'hôpital Banca? Voilà. J'ai travaillé là-bas. Qui a retenu le corps? C'est le médecin ou l'administration? C'est le médecin qui la suivait. Est-ce qu'il est propriétaire de la Banca? Bref, lorsqu'elle est morte, on est allé voir le médecin. Est-ce qu'il est propriétaire de l'hôpital Banca? Je ne sais pas franchement. Alors, vous voyez, qui est responsable? S'il vous plaît. Il faut savoir que même dans les hôpitaux publics, quand il n'y a pas de soins qui ont été payés, ils retiennent. C'est l'administration. Un médecin ne peut pas se lever et aller dire non, si vous me donnez ce corps-là, je n'aurai pas mon salaire, retenez-le. Quel est donc l'intérêt de poser la question? Mais non, parce que vous nous avez reposé la question. Vous avez dit les médecins, ils veulent sauver des vies, mais maintenant ils retiennent le corps, ils vont à l'hôpital général pour gagner de l'argent. Mais l'hôpital n'est pas administré par des administrateurs civils ou des inspecteurs des impôts. Je crois que les directeurs des hôpitaux sont des médecins. Vous êtes en train de vous tromper. Pour la plupart des cas. Vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de vous tromper. Ce sont des institutions. Ces médecins sont des salariés, monsieur. Vous êtes en train de vous tromper. Un directeur d'hôpital, inspecteur. Il est salarié, monsieur. Ne prenez pas le cas des hôpitaux généraux. Non, ne prenez pas le cas des hôpitaux généraux. Il est salarié. Il est salarié. Il répond de son administration. Toujours est-il que... Tout ça, c'est pour dire qu'il faut dissocier l'acte médical de l'acte financier posé par la direction. Mais les finances sont générées par les actes médicaux. Est-ce que vous pouvez laisser directeur? Les actes financiers... Dissocions l'acte médical posé par le médecin et l'acte médical que pour le médecin, il n'a pas la garantie de succès. C'est une consubstantialité. Voilà. Maintenant, l'acte financier posé par le directeur général de l'hôpital ou l'administration n'a rien à voir avec le médecin. Les finances sont gérées par les actes médicaux qui ont été... Qu'est-ce que vous avez... D'accord, on comprend que c'est une question... Quand vous mettez du carburant dans votre voiture, vous ne payez pas? Non. C'est légitime. Mais pourquoi vous trouvez le fait qu'on paye un médecin? Mais quand je ne peux pas me payer de carburant, je garde le véhicule. En tout cas, comment voulez-vous donc qu'on ne paye pas un médecin? En tout cas, si vous faites je ne mettrai pas du carburant dans un véhicule qui ne roule pas non plus. Je crois que l'exemple qui tient, c'est que vous me demandez de mettre du carburant dans un véhicule. J'ai dit que sur le plan sur les césariennes, quand vous ferez l'émission sur les finances avec tous les actes médicaux, vous sur le plan je voulais que vous répondiez sur votre foi humaine. Est-ce qu'il est humain de retenir un corps? C'est un avis personnel. C'est son avis de toute façon. C'est un avis que j'aimerais également, qu'on soit administrateur ou qu'on soit médecin. Ça ne vaut pas la peine. C'est pas humain. D'accord, allez-y. Je vous dis, un médecin, c'est pas j'ai parlé des actes médicaux et j'ai parlé des finances. Il faut dissocier. C'est pas un acte médical, ça. Écoutez. J'ai dit ce sont les actes médicaux qui ont généré les finances. D'accord, permettez que Dr Chachoua nous explique. L'acte médical qui est hautement technique. Et je vous dis qu'aucun médecin ne peut poser le bras sur moi. Comme je vais à l'opération, je vais le dire à 100%. Personne ne peut le faire. Il faut dissocier l'acte médical technique de l'acte administratif. L'acte du médecin s'arrête au niveau où il a libéré le malade et mis en salle. Le malade sort aussi bien de sortir avec la décharge et tout. Oui, mais il fait un certificat de décès. La suite financière, c'est pas le médecin qui gère. Je suis d'accord avec vous que c'est quand même inhumain, c'est quand même gênant, c'est quand même pas assez social de retenir encore parce qu'on n'a pas payé. Tout comme retenir un malade éternellement parce qu'il a payé pose également. Retenir des bébés. Je suis d'accord avec vous. Déjà vu. Donc il faut dissocier les deux actes. C'est évident on que le déplore. n'appartient pas au médecin. C'est que vous rappelez. C'est évident. C'est évident. C'est évident.
Merci. Ce médecin peut être le directeur de cet hôpital, il peut être administrateur. Non, c'est pas lui qui commande. C'est pas lui. Je vous parle d'une fondation que je connais. Il y a l'aspect financier. Il y a une direction générale qui affecte des médecins qui sont des salariés qui répondent à la politique de la direction générale. Point. C'est comme à votre poste. Vous avez un directeur, ce n'est pas vous qui allez financer ou contrôler les finances ou décider qui entre dans l'auditoire pour faire le cours. Ce n'est pas vous. Le corps est à l'hôpital. C'est inhumain, mais ce n'est pas le médecin. C'est l'institution. Nous, on a parlé Très bien. Parlons d'institution, ne parlons pas de médecin. Puisque quand vous alléguez un sociologue ou bien personne ne peut remettre en cause la qualité technique des actes que vous posez. Ça, c'est impossible. Mais nous disons que ces finances sont générées par des actes médicaux qui ont été posés. C'est vrai ou faux? Mais c'est normal, non? C'est pour ça que je vous ai parlé de votre carburant. Vous revenez à la raison. Si vous voulez mettre du carburant, vous allez payer. Si vous voulez avoir une consultation, vous allez la payer. Si vous voulez être opéré, vous allez payer, monsieur. C'est comme ça que ça se passe. Nous allons évoluer. Alors, ne tournez pas ça comme si c'était une autre invention de la technique médicale qui veut qu'on prenne de l'argent avant de soigner. C'est normal. Ce sont des actes qui sont rémunérés, monsieur. Oui, en tout cas, il est question de comprendre ici que, puisqu'on parle du cas de Sandrine, qui est décédée après 2 mois de souffrance, mais qui se retrouve quand même à la morgue et qui est gardée, je voudrais dire confisquée même pratiquement, par la formation sanitaire, faute de moyens, parce que la famille est déjà épuisée. 2 mois de souffrance, ça fait beaucoup d'argent quand même, et il faut sortir le corps de la morgue. C'est difficile. On interpelle la fondation. Par exemple, ils sont à la télé, ils nous suivent. Par exemple, on leur demande si c'est humain. On leur demande si c'est humain. J'ai donné mon avis, je ne me substitue pas, je ne connais pas le réalité. J'ai donné mon avis pour dire que c'est inhumain. Ensemble, nous allons interpeller la fondation pour dire c'est inhumain. Parce que le cas nous est arrivé. Maintenant, nous sommes au courant, on se dit c'est pas normal. Le médecin, on va dire c'est pas normal, ne faites pas ça. C'est inhumain, vous salissez, d'accord? Parce que les gens croient que c'est nous qui avons retenu le corps. Les médecins auraient réagi avant parce que nous voulons gagner de l'argent. Voilà. Que c'est quand même des actes qu'on a posés. Autres, les médecins auraient. On va leur dire que c'est inhumain, d'accord? C'est inhumain. Parce que nous savons que c'est inhumain. Je suis content. Mais il y a une administration. Il faut que l'administration comprenne, c'est pas normal. Enfin, nous nous accordons. Mais vous voyez que ça vient de se passer dans le public, non? Le ministère a décidé. Il y avait aussi des gens qui étaient retenus, ils ont dit non, relâchez tout le monde. C'est inhumain. C'était des pratiques qui se faisaient dans les structures médicales. C'est inhumain. Que tout ne se résume pas à l'argent. Nous avons, tu étais d'accord. Que tout ne se résume pas à l'argent. Pourquoi voulez-vous toujours revenir à l'argent? Vraiment, ça c'est révoltant. C'est nous qui est révoltant. Ce qui est révoltant, c'est le fait de garder les gens. De garder le corps, non, de garder également certains patients. Le ministre de la Santé, dans son communiqué, le dit d'ailleurs, qu'il faut libérer ces personnes, mais après constat qu'effectivement, ces personnes sont des désœuvrés, des démunis et autres. Docteur, ces pratiques ne sont même pas des pratiques du Cameroun. En général, en Afrique, il y a ces pratiques. Vous venez payer, vous avez un souci, vous ne pouvez plus payer, on vous garde. Ça se passe comme ça partout. Mais c'est pour cela que nous devons avoir l'assurance pour laquelle on est en train de se battre maintenant. L'assurance universelle. Que chacun puisse aussi bénéficier de soins de façon égale, quel que soit l'endroit où il est, même s'il est indigent. Même s'il est indigent. Ça éviterait qu'on confisque des corps. Mais justement, on est en train d'aller vers ça. On est en train d'y aller. Nous sommes d'accord, ça éviterait qu'on garde des corps. Bien sûr, problème d'argent, problème de facture. Bien sûr. Nous allons sortir. On est conscient que c'est pas normal. Vous avez 20 corps dans votre morgue qui sont depuis 1 an, 2 ans. Qu'est-ce que vous allez en faire? Oui. Voilà, supposons. C'est vous le médecin. Non, c'est pas le médecin. C'est pas le médecin, c'est le chef. Vous allez garder les corps. C'est pas le médecin. J'ai dit que travailler dans le domaine, qu'est-ce que moi je voulais que vous au fur et à mesure que vous allez garder les corps, vous aurez à dépenser également parce qu'il faut entretenir ces corps. Donc, mieux vous les libérer. Vous êtes obligé de libérer, non? Mieux vous libérer qu'on aille enterrer parce que la famille aujourd'hui elle est désemparée carrément. C'est inhumain, c'est amoral. Après cette minute, nous revenons à la même conclusion. On y revient comme nous étions déjà. Non, après beaucoup de temps. Nous allons faire un dernier tour de table avant de sortir de l'émission parce que nous voulons bien comprendre. C'est parti d'un cas. Nous parlons de l'accouchement par césarienne, c'est le sujet, et avec une question à la clé. Est-ce que c'est un fonds de commerce
clairement. On a voulu comprendre, on a essayé également avec les explications des uns et des autres sur ce plateau. Docteur Tchatchoua, nous sortons de l'émission. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre exactement pour le cas de Sandrine aujourd'hui? Elle a passé 2 mois à l'hôpital, elle est décédée bien après et elle est à la morgue. Il faut des moyens pour pouvoir sortir le corps quand même. Pour moi, c'est assez pathétique qu'on soit obligé de cotiser pour sortir encore d'un hôpital. Humainement, c'est l'inverse qui est obligatoire, cotiser pour sauver une vie humaine. Humainement, c'est l'inverse qui est obligatoire, cotiser pour sauver une vie humaine. Pas cotiser pour sortir encore, cotiser pour faire les obsèques et l'enterrement et faire la fête. Humainement. D'accord. Docteur Ngadjifna, nous sortons de l'émission. Je crois que tout acte mérite rétribution. Quand un acte est posé, il y a une compensation financière qui peut suivre. Le médecin a l'obligation peut-être de soigner, peut-être pas nécessairement de guérir, mais il reste inhumain qu'en dépit des gènes mortifères, qu'on puisse se satisfaire ou bien réclamer des radis sur la tête de quelqu'un qui est mort. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faudrait revoir dans la dimension philanthropique, dans la dimension de la magnanimité. Donc rien ne justifie la rétention d'un corps. Et c'est un cri que je lance peut-être pour cette administration, qu'il gagnerait peut-être, pour l'amour de Dieu, nous sommes en période de carême, qu'il puisse essayer de taire cela. Et que la propension des accouchements par césarienne, c'est peut-être eux les techniciens, c'est eux qui déterminent les diagnostics. Personnellement, je prie pour que les accouchements se passent plutôt par voie basse pour éviter le siphonnage financier et tout ce qui entoure le phénomène. Très bien, merci. Docteur Kafunda, un mot de fin sur l'histoire des rétentions, madame, je vous fais déjà mes condoléances. Je pense que c'est quelque chose de dramatique. Rétention du corps, après ce que vous avez souffert, ce que vous avez sûrement dépensé. Vous avez perdu votre soeur, vous avez 2 enfants que vous arrivez difficilement à faire vivre. Je pense que l'administration de la Fondation Adloutienne va se pencher sur ça. Parce qu'ils vont suivre ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas normal. Si ça devient, du point de vue social, une telle injustice, il faut quand même que ça soit corrigé. Et comme le confrère le disait, on va maintenant cotiser pour sortir un corps. Mais eux, ils peuvent le sortir sans qu'on ait besoin de cotiser. On peut cotiser pour élever les enfants là qui sont restés. C'est le plus important. Les orphelins là. D'accord. C'est plus important. Je pense qu'il doit faire preuve d'esprit de bon seigneur et libérer ses corps. C'est pas normal. C'est pas normal. Quant aux indications de césarienne, elles sont là, elles existent. C'est un moyen d'accouchement quand ça devient impossible de le faire par voie basse. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen de sauver la vie de la mère et de l'enfant. Ce qui est arrivé à votre soeur, ce n'est pas la césarienne qui l'a tuée, c'est les complications post-opératoires. Parce qu'elle était vivante, d'accord? L'enfant a vécu, mais par la suite, dans les suites de l'intervention, il y a eu des complications. Les infections, l'anémie, les escarres, ce sont des complications. Ce sont des complications. On aurait pu l'opérer d'autres choses. Elle aurait pu avoir les mêmes complications. Ce n'est pas nécessairement la césarienne. C'est l'intervention chirurgicale qui a ces complications, qui est donc citée ici comme problème, c'est ça. Très bien. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus sur ce plateau partagé avec nos téléspectateurs. Vous comprenez bien qu'il s'agit d'un cas social qui a besoin de votre aide. Et comme vous avez l'habitude de soutenir ces différents cas, nous vous disons déjà merci parce que vous aurez à soutenir cette famille qui est en détresse aujourd'hui, qui a perdu leur fille, leur sœur, que sais-je encore, et qui est à la morgue depuis bientôt 1 an. Il faut beaucoup d'argent pour pouvoir sortir le corps de là. Et nous espérons bien que vous allez faire le geste qui sauve. Merci déjà à vous. Merci également à ceux qui pensent déjà le faire. Et nous allons poursuivre ce programme avec un cas social, comme vous le savez. Il s'agit bien sûr de Stéphane. C'est un jeune garçon, un jeune élève qui a également été victime d'un accident.
provisoire que le malheur de Stéphane, 26 ans, est arrivé. Le matin, je sortais pour me rendre à l'école. On avait match sur le jour. Je me suis vêtu en tenue de sport. Et en dessous, j'avais mis ma godasse. Sur le pont, qui était défectueux, c'est là que j'ai perdu le pas. Et le bois m'a balancé dans le pont. Je me suis retrouvé avec le choc. Mais jusque-là, j'ai fait les efforts pour y arriver à l'établissement. Quand je suis arrivé à l'établissement, je n'avais pas de forme parce que je ressentais la douleur. Le jeune homme a pu supporter le choc durant quelques heures. Mais puisque la douleur était atroce, Stéphane découvre le pire lorsqu'il veut vider sa vessie. Et mon iris, quand les urines voulaient venir, je ressentais une douleur atroce. Cela m'empêchait même de soulever encore les pas là où j'étais. Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Bienvenue aux téléspectateurs de Regard Social. Très bien. Vous êtes avec nous ce soir après le reportage de Stéphane. Stéphane qui a été victime d'un accident alors qu'il se rendait à l'école. Aujourd'hui, quelle est la situation financière de ces derniers? Depuis la date du 21 mars 2019, les différentes contributions à l'encontre de Stéphane sont les suivantes. Madame Dachou, 4 000 francs. Kameni Marie-Claire, 5 500. Kodumba PB, 10 000 francs. Diomeni Flavien, 3 000 francs. Paul, 2 000. Fouen Pierre, 5 000. Monsieur Kenny, 10 000. Louise, 10 000. Monsieur Fancan Germaine, 5 000. Adamou, 2 000. Mercerie Moderne, 5 000. Bienfaiteur, 4 000. Une maman de la CIA TV, 30 000. Nathalie de Grand Baoba, 1 000 francs. La famille Choupou Honoré à Banca, 20 000. Madame Poumeni, 2 000. Famille Djougem, 10 000. Bienfaiteur, 4 000. Monsieur Tchokou Charles Bétanol, 10 000 francs. Monsieur et Madame Dep à Douala, 10 000 francs. Famille Motué Fotso Nicole, 3 500. Foti Jean-Baptiste, 1 500. Monsieur Zina de Yaoundé, 5 000. Donateur inconnu, 1 500. Florian Djukom, 5 000. Kameni, 5 500. Kegwe Monté, 4 500. Ghislain Yanke, 2 000. Un bienfaiteur de Cousserie, 5 750 francs. Kenyé, 1 000 francs. Bienfaiteur, 1 400. Bienfaiteur, 500 francs. Emmanuel de Noé, 1 150. Famille Tenfak, 20 000 francs. La famille Toko Justin de Bonté, 3 000 francs. Capture Fotso Marie-Noël de Yaoundé, 5 000 francs. Un bienfaiteur, 1 000 francs. Bienfaiteur, 4 000. Silachom Stéphane, 2 000. Djikam Yonyone, 1 500. Madame, Monsieur Ndachwa, 1 000 francs. Bienfaiteur de Bepanda Étoile d'Or, 2 000. La famille Nana, 2 000. Isanta Medzen Binka, 2 000. Épée Oscar, 5 000. La famille Eli de Douala, 10 000. La famille Ekidi de Douala, 10 000. Ndam Ndjaka, 7 000. Bienfaiteur, 700. Bienfaitrice anonyme, 30 000. Une infirmière de l'hôpital Sébec, 10 000. Une âme de bonne volonté, 5 000. Maman Lucie et ses enfants, 5 000. La voisine de Lorbe-Sou, 3 000. Élève du collège Intar de Bepanda Double Balle, 5 000. Adélaïde Donfac, 2 000. Anonyme de Papas PK 14, 1500. Kakanou, 3 000. Deux sœurs bienfaitrices de Kribine Dombe, 10 000. Couple Ndep, 5 000. Une femme à Yaoundé, 1 000 francs. Une inconnue, 5 000. Tuekam Jeanne, 10 000. Joël, 7 000. Madame Veuve Jomo Rose et ses enfants en Dorpassi, 5 000. Christelle Mecha, 1 000 francs. Inconnu de Marois, 10 000. Jacqueline Tchafak, épouse Héron, 3 000. Mathieu Serge Conchou, 5 000. Bernadette Eline Kandom Fogué, 2 000. Justin Pechouko, 2 000. Christiane Magnetuo, 7 000. Justin Ba Moafo, 5 000. Odette Moafo, 5 000. Emilien Chouente, 20 000. Linda Magnen Duakou, 2 000. Francis Ayouni Fombang, 5 000. Alice Ngo Dipumbi, 7 000.
Emmanuel Fanle, 5 000. Judith Nen, 2 000. Famille Kakine Jean de l'hôpital de district de Ngambé, 3 500. Un bienfaiteur, 3 500. Pélagie Nankam, 5 000. Une dévote de la miséricorde de Siméon, 5 000. Famille Tamo, 2 000. Touko Béatrice, 500. LTJ, 550. Nous avons au compteur un montant de 467 000 francs CFA pour le cas du jeune Stéphane. Très bien. C'est donc Stéphane qui souffre, qui traîne en tout cas une sonde et une poche à urine depuis plus de 7 mois aujourd'hui, je veux dire 7 ans carrément, parce que c'est un accident qui est survenu alors qu'il se rendait à l'école. Oui. Il est aujourd'hui en détresse, tout comme sa famille, qui n'a plus de moyens pour pouvoir le prendre en charge. Et je tiens à rappeler, Flavien, que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16, sont les numéros habilités à recevoir vos dons. Et bien vouloir nous faire parvenir un SMS après votre don. Merci. Merci à vous, Irène. Merci, Flavien. Et si Dieu le veut, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce programme. Georges Mitterrand-Dam, Eric Ouattad, Cédric Chouna, Dani Warenze, le réalisateur de cette émission, Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social, le public qui est toujours là tous les jeudis, comme ce jeudi encore, Flavien Dongo, je signe. Bonsoir.